Depuis quand quelqu'un vit avec vous ? Vous ne savez plus trop, mais il est là, c'est certain. Un vieux petit monsieur habillé tel un moine, bien assis au fond du siège de maître de maison, celui que vous chérissez plus que tout car il épouse parfaitement vos formes, en train de boire votre meilleure bouteille, tandis que vous lui faites à manger. Vous avez un vague souvenir de l'avoir vu entrer dans la maison, sortant d'un luxueux palanquin et de s'installer là en vous demandant de lui préparer votre spécialité, mais votre cerveau ne semble pas réussir à remonter plus loin dans les souvenirs. A-t-il même un nom ? Vous vous retournez, et il est toujours bien assis au fond de son siège, un journal étendu devant lui, qu'il lit avec beaucoup d'attention. Sa grosse tête vous interpelle tout d'un coup. Une sorte de gourde si longue qu'elle évoque très vite pour vous un extraterrestre. Des petites lunettes rondes reposent sur son nez, perdues au milieu d'un visage froissé comme un vieux parchemin. Il continue de lire tout en fumant dans votre salon, alors que vous savez pertinemment que 1. Vous ne fumez pas, vous avez été lui acheter du tabac lorsqu'il vous l'a demandé, et 2. Jamais vous n'auriez laissé personne fumer dans votre salon. Mais il a l'air si sûr de lui, si fier dans son attitude que toute envie de lui faire une remontrance vous quitte aussitôt qu'elle vous effleure. Tandis que vous amenez l'assiette encore fumante que vous venez tout juste de préparer sur la table, il finit son verre de vin, votre meilleure bouteille, celle que vous gardiez pour un événement important, d'un seul geste, avant de poser fermement le verre sur la table. En silence, il regarde le plat que vous venez de lui préparer, semblant réfléchir et peser le pour et le contre. Il finit par remuer la tête en signe de négation et se lève, d'un geste toujours aussi royal. Comme pour dire merci, il incline sa tête de quelques centimètres, avant de se retourner et se diriger vers la porte. L'idée de lui demander s'il est certain de ne rien vouloir manger vous tente un instant, mais il semble déjà disparaître dans, et vous pourriez en jurer, une sorte de brouillard qui semble se lever dans votre entrée. Sans un mot, aussi discrètement qu'il était apparu dans votre salon, le vieux monsieur disparaît alors, par la porte d'entrée. Bienvenue dans la librairie Yokai. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir. Tu vois, je me suis pas trompé cette Non, fois. c'est bon. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les deux qu'on sait plus. On n'a plus l'habitude, il faut qu'on se réapprovisionne, j'allais dire. On se réapproprie. Non, même pas, qu'on se réapprivoise. Oh, je t'en prie. Ah bah ouais, c'est important. C'est important. Déjà que l'autre fois, quand je me suis fait inviter dans le podcast, j'ai dit compagnons, ils ont cru qu'on était ensemble du coup. Ah oui, j'ai entendu, ouais. Ils étaient déçus. Enfin, ils étaient à la fois déçus et contents. Mais oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont eu ton adresse depuis ? Oui. Ah ben, peut-être qu'un jour tu les verras débarquer. Mais oui, non, j'ai écouté, c'était très intéressant. Du grand spectacle. Bah en tout cas, le coup de l'avion était vraiment bien. Hein. On me le dit beaucoup. C'est vraiment je pense que je vais la mettre à mon CV, cette blague. Bah il faut, je pense que c'est un tour de force majeur. Puis bon, bah, comme d'habitude, hein, je faisais la vaisselle quand j'écoute des podcasts et ça m'a bien accompagné. J'ai senti qu'avoir la vidéo aurait pu être un plus. Mais alors je crois qu'ils vont mettre ta vidéo en ligne à un moment. Hein. D'accord. Je suis pas certaine, mais j'ai cru comprendre que ça allait arriver. Bon, bah faudra voir. Parce que j'ai du mal à imaginer le settings. Ah bah ils étaient assis autour d'une table, ils ont explosé de rire. Est-ce qu'elle était ronde la table ? Non, elle était pas ronde. Ah bah voilà, tu vois, déjà ça change beaucoup de choses. Elle était rectangulaire. Pour ceux qui comprendraient pas de quoi on parle. Bah vas-y, introduis si tu veux. J'ai participé à un bout de l'émission de la Pod Nuit, où on a gagné un award d'ailleurs. Merci beaucoup à tous ceux, je crois qu'on a eu 187 votes. Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour nous. Du coup, à la fin de soirée, alors il était 10h du matin ici et 3h du matin en France, je vous laisse imaginer l'état de la dizaine de personnes qui m'a accueilli pour un questionnaire d'horreur relativement nul. Et ben on s'est bien marré. J'aurais dû participer, mais j'ai pas pu, parce que j'étais pris par... Faute de temps, ouais. Non, pas par faute de temps. Il y a ma fille qui avait un événement, un truc comme ça, donc il fallait... Faute de temps. Oui, enfin... faute du coup, t'as pas pu participer. Ouais, peut-être l'an prochain, parce que franchement, on je s'est crois qu'on bien allait marré. chez le docteur. Alors, tu veux dire quelque chose ? Bah merci
Mais justement, j'allais dire... Plein de merci encore une fois. Alors je sais que ça saoule certaines personnes quand on remercie les gens au début des podcasts, mais moi j'y tiens. Ah ben alors... On va y aller vite. Non mais tristement, moi j'allais dire, il faut qu'on fasse une rubrique. La rubrique merci. La rubrique merci du début, quoi. On le mettra au chapitrage et vous pourrez sauter si vous voulez. Mais oui. Bah, merci à l'accueil du précédent épisode. Merci encore à nos invités. C'était complètement ouf. Et on a tellement adoré qu'on envisage peut-être d'en refaire une très bientôt. Avec Andrea, Adrien et Amélie Marie. Et puis merci à tous ceux qui ont laissé des étoiles. On a toujours 4x4 étoiles sur iTunes. Je suis pas contente. 4 personnes qui ont mis... 4 étoiles. Ou 4 familles, hein, on sait pas. Oui, c'est j'en pas sais rien. des individus je suis uniques. vraiment... je me sens maudite. Je pense que je vais créer un compte pour aller remettre une étoile de plus parce que ça va On pas est du un tout. peu triste, quoi. Mais d'ailleurs, iTunes Japon devrait empêcher les 4 étoiles. Ça devrait être 3 et 5. C'est pas faux. Vu que 4, ça porte malheur. C'est pas faux. Et donc, on a encore eu plein de nouveaux commentaires depuis le mois dernier, avec des pseudos encore plus inventifs. Vous êtes incroyables. La rubrique merci. Merci à qui? Tu nous fais la liste? Alors, je vais essayer de ne pas écorcher les pseudos. Sachant que comme c'est des pseudos, c'est moins grave que d'écorcher un nom. Team 5 SOS ou Team 5 SOS. Il y a Noi Daon, il y a Juju. C'est facile. Ça, c'est bien, j'aime bien. Ouais. Juju. Mais peut-être que c'est à la japonaise, parce que c'est Juju. Mhm. On sait pas. Hein. Il y a Cléopti, quelqu'un qui est kleptomane. Cléopâtre? Moi, je pense à Cléopâtre. Ou hein, Cléopâtre. Il y a Octa Doudou. Moi, je pense que c'est le doudou d'Octodad. C'est possible. Mm. Donc, ça doit être une galère de marcher avec lui. Il y a Hobbs de UK. Du UK. Du UK. Ouais, je crois. Hein. Alors, il fait peut-être une grande référence au philosophe, Et surtout, à Calvin Hobbes. on a la Kuchisake Onna qui nous a laissé un commentaire. Oui. Et ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard, mais ça n'a pas de prix. Moi, je préfère faire comme si elle n'existait pas, en fait. Elle a été sympa, franchement, elle était cool. Ouais, à mon avis, c'est une stratégie. Hein. Tu crois? Pour nous endormir? Ouais. Elle a pas aimé le portrait qu'on dépeint d'elle dans le premier On a été épisode. plutôt sympa, je trouve. Hein. Ouais, Alors qu'en mais- plus, il y a Kaede qui a lu le manga Ouais, Kuchisake qui a pas Onna, aimé. qui était super déçu. Je suis désolée. Moi, je le conseille parce que je l'ai bien aimé, mais ça plaît pas à tout le monde, visiblement. Donc voilà, la Kuchisake Onna moi, je suis très contente qu'elle nous ait laissé le commentaire. D'accord. Peut-être Ouais. que c'est à cause d'elle les 4x4 étoiles après. Merci à toi, alors. Voilà, sois sympa. Ça évitera des Bah, problèmes moi, quand je tu suis vas sympa. rentrer chez hein. toi. Mais c'est ton adresse qu'on a, hein, c'est pas la mienne. Hein. Non, j'espère qu'ils se connaissent pas entre eux, hein, parce que sinon... Ah bah, le monde est petit. Hein. Ok, on va peut-être passer au yokai du jour. On va passer au yokai du jour, et Alors. je te laisse prononcer. Mais voilà, justement, je voulais dire, le yokai du jour, pour une fois, a un nom imprononçable, ce qui nous change un peu Ce qui va nous donner une excuse pour ne pas réussir à le prononcer. Je me suis entraînée, tu t'es entraîné, et visiblement, ça marche pas. Bah, en fait, ouais, il y a des... mais bon, on va pas faire durer le suspense Vas-y, essaye. plus longtemps. C'est le Nurarihon. Pas mal. C'est pas mal. Nous la lions. Voilà. Nous la lions. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand même, c'est un yokai qu'on connaissait pas du tout et qui a été proposé Oui. par un auditeur. Le pitch du yokai nous a subjugués, je dirais. Mais carrément. Mais en plus, j'ai un peu honte parce que ça fait très longtemps qu'il nous a Ah bah proposé ce c'était il y a yokai. pratiquement un an, quoi. Mais on a un backlog énorme, alors du coup, il a mis le temps de venir. Bon, on a au moins une centaine de yokai déjà, de la parade. Ouais. hein. Du coup, c'est Antoine Antoine, qui a été Je crois qu'il a été littéralement la première personne à nous envoyer un mail, en fait. il me semble, ouais. Ouais, et à nous proposer par là même de faire le Nous la lions. En nous le vendant comme ce petit être qui rentre chez vous et qui prend ses aises, hein, qui s'assoit dans votre canapé et qui... Le patron. le patron, Le hein, patron. il Moi, va je l'appelle manger, comme ça. il va fouiller votre frigo. Il est à l'aise. Il est à l'aise, ouais. Il est au calme, comme disent les jeunes en France. Au calme ou au calme. Merci Antoine de ta proposition. On s'est bien marré à écrire l'épisode et je pense qu'on va bien se marrer à le faire ce soir et à le prononcer en long, en large et en travers, n'est-ce pas? Voilà, on va l'appeler le The Big N, Le patron. le patron, Le patron. Le daron. le daron. On l'appelle souvent autrement, ce yokai. On l'appelle le suprême commandeur des yokai. Et peut-être que vous en avez entendu parler comme ça, d'ailleurs, puisque c'est souvent un surnom qu'on voit dans les mangas ou dans les jeux vidéo où il apparaît, où il est tout simplement le patron de la grande parade des yokai, dont on a parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Bah, notamment, on en reparlera plus tard dans l'épisode, mais on Mm. en a parlé, il me semble, l'épisode sur les Tengu. Ouais, parce qu'on a parlé de Gantz, justement, De à ce moment-là. Gantz, voilà, où il y a la parade qui défile. Yes. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait une tête d'alien. Bah, il a une sacrée tête d'alien, ouais. C'est ça. Il a une grosse tête, comme alien, en fait, avec une protubérance à l'arrière, là. Quand on dit alien, c'est alien du film, hein, Ouais. pas alien un extraterrestre. Pas alien les étrangers au Japon, c'est ça? Aussi, ouais. Aussi.
aussi. On a des gros nez, mais pas des grosses têtes. Ah bah ça dépend pour certains, mais... Alors contrairement aux yokai d'habitude, c'est super compliqué de deviner de quoi on parle quand on entend Nuna Leon, puisque en général, en fait, on a des kanji qui sont associés, donc les sinogrammes du coup qui portent un sens, donc en général, kuchisake, voilà, couper la bouche, tu devines tout de suite de quoi on parle. Nuna Leon, c'est écrit en hiragana, donc en équivalent de lettres, donc quand on lit, c'est un peu compliqué de saisir de quoi on parle. On verra plus tard, mais complètement concordant avec ce yokai, vu qu'il est insaisissable. Complètement insaisissable, ouais. Pour les origines du prénom, il y en a qui évoquent une calebasse insaisissable. C'est littéralement ce que certains traduisent. Qu'est-ce qu'une calebasse ? Qu'est-ce qu'une calebasse ? Alors, je sais, mais je saurais pas l'expliquer. Tu saurais ? D'accord, parce qu'il me semble que plus tard, dans le texte, ouais. dans le prompteur, dans le script, tu utilises le mot de gourde également. Mais c'est un peu la même chose, voilà. une calebasse. Ouais, il me semble que gourde est plus communément connu que calebasse. Calebasse, ça fait un peu moyenâgeux. Qui du coup rappelle un peu sa tête. Hein. Bah il a une tête de calebasse. Ouais, c'est une tête un peu difforme, qu'on peut entendre dans Nulali en fait, qui veut dire un peu quelque chose d'insaisissable. T'essayes de l'attraper, mais ça vient pas. Mm-hmm. Je vois déjà des gens faire des analogies dégueulasses, mais tu essayes d'attraper quelque chose, et ça te glisse des mains. Voilà. Pas un savon, mais c'est propre. Oui, voilà, un savon, on va dire ça comme ça. Savon d'Alep. J'ai visité la fabrique, mais il n'y a pas de yokai, peut-être des djinns, je sais pas. Ah, les djinns, j'aimerais bien faire un truc sur les djinns un jour. Eh bien, on pourra faire un hors-série Moyen-Orient. Après les légendes de nos régions. Je lance l'appel ici. Dites-nous si vous êtes intéressé par des hors-séries de d'autres pays. Bien, ouais. Insaisissable, et du coup, insaisissable, c'est aussi associé un peu à quelque chose qui flotte dans la mer, en fait. Dans le patois de la mer intérieure. On a déjà parlé un peu de la mer intérieure, c'est quelque chose où il y a beaucoup de légendes, finalement, c'est Okayama, tout ça. Hein. Donc c'est le côté... c'est Touchi et compagnie. Ah, moi, je suis nul en géographie, hein, donc... Il y a une carte juste là. Oui, mais là, c'est écrit beaucoup trop petit. En bas, tu vois Kochi, tu vois pas Kochi. Non, je sais. Enfin, Kochi. Tu vois Shikoku ? Shikoku, je vois Shikoku. Tu vois Shikoku ? Ouais. Et ben la mer intérieure, c'est au-dessus. C'est ce qu'il y a entre Shikoku et Ah, d'accord, parce que si tu me dis Honshu. au-dessus, moi je te dis, la mer tout en haut. Non, c'est entre Shikoku et Honshu. Ok. Et du coup, ça, c'est la mer intérieure. Complètement faisable à la brasse, quoi. Bien sûr. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Si tu veux lancer un podcast du mec qui se lance dans la mer intérieure, il n'y a pas de problème, Mathieu. Dans le patois, en fait, de cette région-là, effectivement, Nulali, ça peut évoquer quelque chose qui flotte dans la mer. Et on va voir après, mais ça rappelle en fait un autre yokai, mais il a des origines, encore une fois, extrêmement complexes, le Nulaliyan. Bref, une grosse gourde qu'on n'arrive pas à attraper, quoi. Bon, on vous a parlé un peu du monsieur, du patron, mais comment le reconnaître ? Imaginons, il arrive chez vous, il s'installe, faudrait quand même savoir le reconnaître. A priori, il a assez de pouvoir pour que non, mais on sait jamais. Si vous avez un soupçon de lucidité quand il est assis dans votre canapé, bon, déjà, on vous l'a dit, une tête vraiment bizarre, une longue calebasse. Donc pensez Alien dans le film Alien, je pense que vous l'avez. C'est le mieux, ouais. Et évidemment, il a un visage pas très sympa, je sais pas pourquoi, mais on le décrit comme un poisson-chat sans yeux ou bouche. Après, quand on regarde un peu différentes estampes, ou même sa représentation dans la culture populaire, il ressemble juste à un vieux japonais, en fait. Un vieux monsieur avec une grosse tête. Et c'est là que c'est marrant aussi, c'est qu'on vous dit un poisson-chat, donc quelque chose qui paraît pas très humain, mais on vous dit aussi que toute son apparence n'est que mensonge. Donc finalement, ce serait pas, je me demande, une espèce de métaphore. Ce serait quelqu'un qui, en tout cas, de son apparence, ne serait que mensonge. Mais après, dans les yokai, dans les yokai qui se transforment pour tromper, t'as le tanuki, t'as le kitsune, t'as le... Mais celui-là se transformerait pas, en fait. T'as les chiens. J'ai découvert ça aujourd'hui. Les chiens ? Les Innu. Surtout dans la culture Ainu, j'en parlerai tout à l'heure vite fait. Mais du coup, là, il changerait pas d'apparence. Mais en fait, il respire réellement mensonge, quoi, quand tu le vois. Ouais. Quand tu le reconnais, du coup. Pas quand il est dans ton canapé et que t'es en train de lui servir à manger et du tabac et de l'alcool. Et il porte une tenue kessa. Alors ça, je le connaissais pas, mais du coup, c'est la tenue de moine bouddhiste. Mais dans la plupart des illustrations, tu le verras plutôt porter un kimono un peu stylé, en fait. Bah, un kimono de daron, quoi. Ouais. Justement. Ce que tu vois dans les films où les mecs sont... installé comme il faut. Parce qu'il a des goûts de luxe, hein, monsieur. Ah bah... mais parce que quand il vient dévaliser ta cave, il choisit le Saint-Émilion. Hein. Il va pas aller voir la piquette que t'as achetée à Lidl. Hein. Bah écoute, moi je ferais pareil si j'avais le pouvoir de m'incruster chez les gens sans qu'on le sache, quoi. Alors comme tu disais, il est vieux, ça se voit, il est très ridé, et ça pourrait faire partie de sa technique pour vous duper, en fait. Le vieux monsieur qui vient, comme s'il était le patron, il s'installe, et bah tout d'un coup, tu respectes tes aînés, donc... Moi, je verrais ça différemment, en fait. Si tu veux vraiment être attrayant pour les gens, autant que tu te transformes en leur désir sexuel, quoi. Peut-être. La gérontophilie, ça existe. Hein. Ouais, mais je pense que ça doit être un pourcentage minime. Bah, du coup, là, tu te rapproches plus du kitsune ou de la yuki-onna. Ouais. Ou peut-être que ce n'est qu'une variante. Oula, là, non, là, de là à dire ça,
je ne m'engagerai pas dans ce chemin-là. En tout cas, moi, bon, toi tu parles de sexualité, moi il me fait plutôt penser à un vieux tonton bourré qui vient s'installer à table quand t'as pas trop envie qu'il vienne, quoi. Du coup, c'est ton tonton, donc t'as pas non plus envie de le foutre dehors, tu vois. T'es un peu obligé de le garder à table et de lui servir à manger, mais... Là aussi, j'imagine ça dépend des familles, quoi. Ça dépend des familles, ouais, je suppose, mais... Vaut mieux qu'il tombe pas dans une mauvaise famille, alors. Hein, parce que... Bon, après, on parle d'un vieux yokai, quand même. Hein. Ce qui m'évoque un peu, en fait, quand on en parle comme ça, ce serait un peu le Camille protecteur de la maison, en fait. Même Bah si oui et c'est non, pas du parce tout que ça. s'il est là, il t'apporte rien. Il vide tes placards, il te donne rien en échange, Ouais, mais sauf sa présence. Si c'est le patron des yokai, il te protège forcément des autres yokai. Ah, mais tu le verras... J'ai lu le script, mais tu le verras plus tard, il y a des Mais versions tu sais différentes. tu sais très bien que mon rôle, c'est de niquer le C'est de script. me faire chier. À noter que même s'il vient dévaliser vos placards, votre tabac, votre alcool et compagnie, il sait se tenir, il a des très bonnes manières. Enfin, il a le dos un peu voûté quand même. Hein. Il est vieux, tu lui pardonnes, non? Bah oui, mais donc il sait pas se tenir. Oh. Pardon. Oui, tu peux t'excuser, oui. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es morte de Mais parce rire? que c'est drôle, t'es con. Ah d'accord, je pensais que c'était nul. Comme on vous l'a dit, des goûts de luxe, hein, puisque tant qu'à dévaliser, il ne dévalise que le meilleur. Et d'ailleurs, pour sa vie, on va dire d'invité indésirable, il aime bien aller dans les meilleures villas, les maisonnées luxueuses, voir les bordels. Tu parlais de sexualité, peut-être que lui aussi a des besoins, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a plus de besoins. Alors j'ai du mal à imaginer à quoi ressemble un frigo dans les bordels. Qu'est-ce qu'il y a comme nourriture dedans, mais... J'ai jamais Pourquoi été dans un bordel, je peux pas t'aider. Bah moi non plus. Hein. C'est ce que je dis pour le record. Mais t'as pas besoin de te justifier. Hein. Y a aucun mal à aller dans un bordel, j'imagine. Non, mais Je sais pas. Alors peut-être qu'il va juste profiter du tabac et de l'alcool là-bas, et des femmes, sans doute. Ou des hommes d'ailleurs. Ouais. On connaît pas ses préférences sexuelles. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, il aime souvent aller près de la mer. Ce qui est plus facile au Japon qu'en France, je te l'accorde. Ah bah c'est très étroit le Japon. C'est très étroit, il y a de la mer un peu partout, Ouais. beaucoup plus qu'il peut y avoir en France. Et du coup, ça rappelle un petit peu son origine, justement. On en parlera un petit peu après, on en a parlé un peu avant aussi, mais on est vraiment autour de la mer intérieure pour les origines de Yokai, qui est beaucoup plus régionalisé d'ailleurs que ce qu'on a pu faire avant. Si jamais un jour vous le reconnaissez, vous vous rendez compte que tout d'un coup, le Nula Lion, il est chez vous, bon, pas vraiment d'inquiétude. A priori, il n'est pas très néfaste. Il va juste vider vos placards, mais une fois qu'il aura fini, bah, il va partir. C'est pas un yokai monstrueux, dans le sens où il ne tue pas, il ne blesse pas. Il est le patron de la parade nocturne des yokai, donc je suppose que si jamais vous lui cherchez des noises, Ah, il va pas être content. il ouais. va pas être content, il va peut-être vous envoyer une Yukionna sur le dos, par exemple. Mais lui, en tant que tel, chez vous, c'est bon. Safe. Est-ce que tu penses que s'il est chez toi, le yokai lécheur de baignoire vient quand même? Lui non plus n'est pas très méchant. Il est pas méchant. Mais peut-être que à partir du moment où il est dans la maison, les autres yokai viennent pas. En tout cas, dans les légendes où il arrive, il est toujours tout seul. Il n'est pas accompagné. Il descend de son palanquin, parce que monsieur vient en palanquin. Ah bah quand même. Attends. Mais du coup, je me dis, ça doit être visible. Le mec, il débarque chez toi en palanquin. Bah écoute, Ça doit le alerter les Père voisins, Noël il quoi. débarque chez toi en traîneau avec des cerfs, est-ce que tu le vois? C'est pas faux. C'est pas faux. Il passe par la cheminée, remarque. Et en plus il fait ho ho ho. Alors que le Nula Lion, Bah, fait pas il de bruit. parle pas beaucoup, a priori. Hein. Quoi. Ouais. Il réclame à manger. Parce qu'il te dit ce qu'il veut, en plus. Hein. Non seulement il s'assoit, mais il commande, le mec. Mais non, mais en fait c'est un C'est Jedi. C'est le mec le plus couillu que j'ai jamais connu, Mais quoi. en fait c'est un Jedi. Bah, il y a un peu de ça, hein. Ça se trouve il fait avec la main comme ça, apporte-moi des chips. Des Et chips. puis il amène des chips. Bon, du coup, t'en parlais, quelques variantes. Comme je te disais, beaucoup plus régionalisées qu'avant. Cette fois-ci, on le retrouve que, grosso modo, dans 3 régions du Japon. Okayama-ken, donc la région d'Okayama. Wakayama-ken, donc qui est un petit peu en dessous et qui est aussi sur la mer intérieure du Japon. Et Akita-ken, donc qui est beaucoup plus au nord. C'est marrant, parce que là, ça a vraiment rien à voir avec la choucroute. Et donc, ce seront les 3 seules régions où on retrouve ancestralement des références au Nula Lion. Donc, Okayama, c'est le fief du Nula Lion, on va dire. C'est là où il y a le plus de références à lui, où visiblement, il est littéralement né. Dans cette région-là, on l'associe en fait à un type de yokai aquatique, le Umibozu, tu dois connaître. Ah bah c'est un boss de Nioh, hein, donc... Donc un yokai aquatique qui noie les marins pour le sport, parce que du coup, visiblement dans cette version-là, il est pas très 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 cool. Il semblerait que ce soit une légende qui soit associée à certains animaux, comme par exemple les poulpes et les méduses. C'est vrai qu'il ressemble un peu à ça. Bah c'est ça en fait, et Ça, qui sont, c'est des créatures, c'est des animaux qui sont très nombreux dans la mer intérieure du Japon, et a priori du coup ce serait un yokai un peu associé à ça, d'où peut-être son nom et son apparence. Le Lumibozu, c'est l'unique raison pour laquelle j'ai pas traversé à la brasse. Hein. Parce que ça me fait peur, quoi. Le Umibozu. Bah, on en parlera un petit peu après, je crois. Dans la région d'Akita, donc Akita-ken, un petit peu plus au nord, là où il y a des montagnes, là, un voyageur a raconté qu'en fait, si vous descendez la montagne, vous risquez d'y rencontrer la parade des Sans-Démons, donc la parade nocturne, et qu'en fait, le Nula Lion serait le patron de cette parade. 2 versions un petit peu différentes, mais qui en fait, on va le voir, se recoupent plus tard dans l'histoire du Japon. Pas de variante trop classique, comme on vous l'a dit, c'est extrêmement régionalisé. Wakayama, on va en parler un petit peu après, mais c'est surtout donc la mer intérieure sur Wakayama, et cette version d'Akita qui visiblement n'a rien à voir avec la choucroute.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce yokai est plutôt contemporain dans son ancienneté, tel la Kuchisake Onna, ou est-ce que c'est un yokai ancestral comme, par exemple, au hasard, hein, et on verra pourquoi je dis au hasard plus tard. Et oui, vous n'avez pas le script, vous pouvez pas lire. Le Tengu, qui est beaucoup plus vieux. Question très intéressante, Mathieu, on dirait que t'as lu le script avant l'émission. Je lis toujours le script Je sais, jusqu'au jour où on aura un prompteur, je lis le script avant. Alors, une chose est sûre, malgré ce qu'on pourrait croire, il ne date pas du tout des premières parades nocturnes de yokai. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on le définit aujourd'hui comme le patron de la parade des yokai, mais si on cherche un peu dans les origines de cette parade, il apparaît pas du tout. Et est-ce que ce serait pas parce que il s'est incrusté dans la parade des yokai? Écoute, je commence à me poser la question maintenant qu'on fait cette émission. C'est peut-être ça, quoi. Il est arrivé dans leur salle de repos, il s'est assis et paf, c'est le patron. Peut-être que si on va même plus loin, c'est pas un yokai. C'est quoi alors? C'est un intrus. Juste un intrus. Un intrus, il s'introduit chez les gens. C'est vrai que techniquement, il a pas de pouvoir. Hein. Donc en fait, c'est pas un yokai, mais il s'est incrusté, quoi. Il s'appelle incruste. C'est un squatter. Les premières références en Lyon, on l'a évoqué un peu, c'est à Okayama, mais c'est à l'ère Edo, dans un dictionnaire de patois, en fait. Et là, bien qu'il soit censé, comme on l'a dit, être le patron des yokai, c'est une addition qui a été faite bien plus tard. On le définit seulement comme une version non terminée du Umibozu. Donc t'en parleras un petit peu plus, tu l'as évoqué juste avant. Donc dans les régions de Okayama et Wakayama, on parle de lui comme une version non terminée d'un Umibozu, donc ce serait une créature aquatique, un monstre des mers qui noie les marins, et pas du tout un squatteur de canapé. Parce que... Peut-être des canapés qui sont perdus dans la mer. Hein. C'est vrai qu'il y a la petite sirène là-bas, on n'y pense pas assez souvent. Et Titanic, c'est vrai qu'il y a... C'est pas la même région, le Titanic. Et Titanic, goût de luxe, on y revient. Hein. Bah c'est un paquebot de luxe. Donc les canapés qui sont sous l'eau, c'est des canapés de luxe. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'Umibozu du coup? Bah, l'Umibozu, moi je peux en parler parce que je l'ai rencontré personnellement. Est-ce que c'est le point Sekiro? Non, c'est le point Nioh. Merde. Mais c'est pour la case du bingo. J'ai pas prévu de parler de Sekiro, mais je peux en parler si tu veux. Bah, c'est pour les auditeurs, c'est pas pour moi. Moi je la cache pas là. Mais il y a pas d'Umibozu dans Sekiro. Il y a quelques combats aquatiques, mais pas d'Umibozu. Il y a un poisson-chat géant. Enfin, c'est plutôt une carpe. C'est bon, on a parlé de Sekiro. Retourne à l'Umibozu, s'il te plaît. D'accord, ok. Donc des carpes, il n'y en a pas dans Nioh, mais en fait c'est juste un boss de Nioh, donc c'est tout un level qui se passe. En fait c'est une sorte de temple sur l'eau, moi qui m'a beaucoup fait penser au temple de Miyajima, celui sur pilotis là. Bah juste au Tori alors. Ah oui, le temple aussi. Le temple, sauf que là l'eau est beaucoup plus proche du temple, hein. L'eau passe sous le... Mais il me semble qu'à Miyajima, en marée haute, l'eau passe sous le temple. Oui. Et donc en fait c'est vachement chiant parce qu'on peut tomber dans l'eau tout le temps et mourir. Tu sais pas nager? Dans le jeu non, tu nages pas. Bah, ce serait trop facile. En fait tu galères pour arriver à l'Umibozu. Et en général, quand il arrive, tu te fais défoncer. Bah alors, parle-nous plutôt du yokai, du coup. Mais je te dis, moi, le seul yokai que je connais, c'est celui que j'ai rencontré personnellement. Personnellement? Mais en quoi consiste le yokai, du coup? Parce que moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un géant. Alors, il est géant. Il est géant, il est grand, et il noie les marins. Il mesure à peu près 3 à 4 Nioh. Alors, il s'appelle pas Nioh, le mec. C'est quoi, Nioh? Non, mais le héros de Nioh, tu sais, c'est comme Zelda. Il a pas de nom, il parle pas. C'est comme Zelda qui est Link. Ouais. Non, en fait, il a un nom, il s'appelle William. Donc 3 à 4 William, en fait. 3 à 4 humains. Et en fait, il a des noyaux dans lui. Et il faut viser les noyaux pour lui faire plus de mal. Il est sensible au feu, il me semble. Et c'est une sorte de slime géant. Tu vois le Pokémon bleu, là? Il y en a beaucoup des Pokémon bleus, Mathieu. Qui est épais, là, ou un truc comme ça, là. Qui a toujours un rire en zigzag. Ouais, Culbutoke? Voilà. Ben, en fait, c'est ça. C'est un Culbutoke. C'est ça, mais en slime. Mais au niveau de la forme, c'est un... Et du coup, il te noie. Du coup, il abat c'est des sortes de tentacules, en fait. Ouais. Enfin, il en a que 2, mais c'est sur toi et il t'écrase. Ouais. Mais il te noie pas. D'accord. Bon, on fera un épisode sur le Umibozu un jour. De toute façon, ça nous a été demandé aussi. Ce serait pas mal de le faire au bord de la mer. L'enregistrer au bord de la mer. Ouais. Oh bah oui, pour se faire noyer par un Umibozu. On prend un catamaran, on va dans la mer intérieure. Bah bien sûr. T'en as des bonnes idées, toi. Toujours. Toujours. On fera un Twitch. On fera un Twitch. Et on sera les premiers podcasteurs à se faire tuer par un yokai en direct. Bon, on a parlé vaguement de l'Umibozu de Nioh, mais pas vraiment du Umibozu. On retrouve quand même des similitudes entre ces deux yokai. Beaucoup plus qu'on pourrait le croire, en fait, puisque les deux portent dans leur nom une nuance de quelque chose qui se glisse quelque part sans qu'on s'en rende compte. Parce que l'Umibozu aussi, quand il vient te tuer, justement, il se glisse un peu derrière toi et paf, tu vois, il vient te noyer. Bah, c'est un slime, quoi. C'est un slime. Puis un petit côté sirène quand même. Enfin, il chante pas, mais t'as un petit côté sirène quand même. Tu vois, le truc qui vient de la mer et qui vient te chercher pour te noyer. Il se laisse attraper, en fait, les Umibozu par les pêcheurs dans leurs filets. Et ensuite, il glisse pour s'enfuir des filets pour après venir te teaser comme des sales petits bâtards qu'ils sont. Et en fait, il se dirait... Je sais pas, c'est peut-être les protecteurs du thon rouge et des baleines aussi. Hein. Bah, du coup... Dans ces cas-là, ils sont cool. Ça marche pas très bien. Bah parce que il y en a de moins en moins. Tu vas faire un élevage de Umibozu ? Bah peut-être, ouais, pour renouveler l'espèce. Tellement de trucs à couper dans cet épisode. Comment ? Tellement de trucs à couper dans cet épisode. Mais non, il faut pas couper.
C'est important de savoir que Je vais finir par mettre un chapitrage hors sujet. les Umibozu, il faut savoir, sont en voie de disparition à cause du plastique et de l'utilisation des sacs plastiques. On va faire un hashtag. Préfort Umibozu. Comment ? Mais tu sais, je parle pas avec un anglais correct ce soir. Préfort Umibozu, ouais. Je vais le hashtag à la fin de l'épisode. S'il vous plaît, maintenant, quand vous allez acheter de la nourriture dans les supermarchés, refusez les sacs en plastique. S'il vous plaît, ce serait très gentil. Trêve de hors sujet. Et ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas tourné que j'ai mon quota de hors sujet qui est assez gros, quoi. Ah ben oui, j'ai un backlog là. Et donc, c'est Nous la Lion, c'est un peu l'évolution darwiniste, tu vois. C'est les Umibozu qui seraient venus sur Terre et qui auraient ainsi évolué en Nous la Lion et en squatter des enfers des canapés. C'est une sorte de Tamagotchi en fait. Après être bien occupé du Umibozu, il évolue en Nous la Lion. Bien ou pas bien, je sais pas. Hein. D'ailleurs, le Tamagotchi final, c'est une sorte de Nous la Lion quand tu y penses. J'ai jamais été jusqu'au bout, j'ai pas de patience. Si t'as la meilleure évolution, c'est une espèce de vieux pépé humain. Qui squatte un canapé ? Il n'y a pas de canapé dans le Tamagotchi, mais il fait caca par terre, quoi. C'est un peu le truc au calme, quoi, de faire caca par terre, quoi. Je trouve que c'est le truc ultime, quoi. Ouais, toi, tu ramasses, quoi. Ben ouais, mais justement, après, il fait son pouvoir de Jedi, il dit ramasse mon caca. Bah, c'est ça. Je trouve que c'est le truc ultime. Tu t'incrustes chez les gens, tu fais caca dans leur salon, quoi. Enfin bon, c'était la parenthèse scatophile. Non, mais je trouve ça trop classe, en fait, pour de vrai. C'est ton objectif de vie. Tu sais, on peut te mettre tout de suite en maison de retraite, tu pourras faire ça, y a pas de problème. Ouais, mais c'est pas chez quelqu'un, quoi. Ils te mettront des couches, remarque. T'es sale, putain. Non, mais je sais pas, ça doit être la fatigue, mais c'est ce qui me vient, là. Oh, punaise. Ah, pardon. Ok. Excuse-moi. Bon. Ah la vache, c'était crade. Hein. Alors. Et puis ça, tu vas le couper et le mettre sur Twitter. Bah, j'ai très envie. Ou alors je l'ai juste dans l'émission, je sais pas. La question toujours à se poser dans ce genre de moment ultime de podcast, c'est est-ce que c'est drôle en dehors du contexte, quoi. En général, je le réécoute, j'allais dire à sec, mais plusieurs jours après. Et là, on est dans le champ lexical du caca depuis tout à l'heure. Mais... j'ai envie, à sec. Tu fais tu files. Je file rien du tout, c'est toi avec tes blagues de merde là, putain. Mais ta blague... Donc, comme on vous l'a dit, cette histoire à l'origine, elle a l'air d'avoir rien à voir avec la choucroute qu'on vous raconte aujourd'hui. Comme beaucoup de yokai, finalement, elle a évolué au fur et à mesure du temps. Et désormais, il est devenu donc ce squatteur des enfers de canapé, qui vient chez vous et bouffe tout, et fume tout, et boit tout, dirait mon collègue Arthur. Dédicace, Arthur. En fait, ce qu'il aime faire, c'est profiter tout simplement que tout le monde soit occupé. Donc, il arrive environ à l'heure où... Bon, alors, c'est très sexiste comme façon de voir les choses, mais à l'heure où la femme prépare le dîner. Alors, il y a toujours sexisme, et puis après, il y a réalité. Au Japon, c'est quand même très proche de la réalité. Encore aujourd'hui, c'est quand même une réalité. Donc, il arrive à l'heure du dîner, quand la maman ou la maîtresse de maison est en train de préparer. Il se glisse dans les chaussons, puis dans le canapé, au KLM. Et là, il attend pour se faire servir. Et alors, je pense que c'est là que réside son pouvoir, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans le salon où il est, vous êtes persuadé que c'est le patron de la maison. Ce serait pas mal d'avoir cette version au niveau de l'entreprise, en fait. Il prend le pouvoir des entreprises, quoi. Tu le mets chez Monsanto, par exemple, et là, il détruit l'entreprise de l'intérieur parce que tout le monde pense que c'est le patron, quoi. Alors, tu dis ça, mais a priori, il est pas nocif, il est pas méchant. Donc il faudrait une version un petit peu plus... faut que tu le reprogrammes. Il arrive dans le plus grand des calmes, il s'installe, il se sert une petite tasse de thé en passant, parce que bon, faut pas pousser quand même, il se sert son propre thé. Et là, tout le monde le traite comme s'il était le maître de maison, avec les égards qu'il lui faut, quoi. Boisson, tabac, nourriture, il se sert, il se fait plaisir. Et puis quand il en a marre, il s'en va. Alors soit il rentre chez lui, il a pas trop de chez lui visiblement, soit il part dans une autre maisonnée pour aller faire la même chose, et peut-être même s'installer pour une nuit. Et cette image de dandy voleur, elle est apparue avec un peintre en fait, un peintre ukiyo-e, qui s'appelle Toriyama Seike, et qui a décidé d'affubler le Nurayon de cette apparence d'homme âgé dans un kimono de très bonne facture. Sur la représentation, il est en train de sortir de ce fameux palanquin dont on parlait tout à l'heure, avec toute la classe qu'on lui connaît, parce que monsieur... Ah, je viens d'avoir une épiphanie, quoi. Dans Sekiro, il y a un palanquin. C'est un peu le centre de tout un point du scénario, quoi. Oui. Voilà, donc c'est juste... c'était juste pour dire Sekiro de manière naturelle. Et palanquin. C'était organique, bravo, merci beaucoup. Non, mais il y a un palanquin. Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ce palanquin ? Ben non, c'est un palanquin désaffecté. Il est la toile est un peu déchirée, il est abandonné. Ah, d'accord, donc il est posé quelque part. On dit pas désaffecté pour un palanquin. On dit désaffecté pour une usine. Une usine ou un bâtiment ? C'est pas un bâtiment, un palanquin. C'est du palanquisme. C'est je sais pas, un palanquin immobile posé au sol, c'est une sorte de petite maison, quoi. Alors, dans tous les cas, c'est peut-être le palanquin... C'est peut-être le palanquin... peut-être que c'est une référence, tout à fait. Parce qu'il appelle un yokai, d'ailleurs, ce palanquin. Ah, c'est un Tsukumogami, alors ? Non, mais c'est un yokai géant, fait en corde d'arbre. Tu m'as perdu.
Tu sais, les moines bouddhistes, ils mettent des cordes autour des arbres pour les protéger du mal. Oui. Charme contre les intentions mauvaises ou je sais pas exactement. Ces cordes, en fait, prennent forme humanoïde et t'amènent quelque part. En fait, c'était le moment spoil de Sekiro. Et... et voilà. Donc c'est un palanquin magique. Merci pour ce moment, Mathieu. J'aimerais savoir le nom de ce yokai. Je sais pas si c'est une invention de From Je te Software. laisse 5 minutes. Ah mais non, mais j'ai déjà fait mes recherches, j'ai impossible T'as de pas trouver. Impossible Bah de écoute, trouver. appelle à témoin. Est-ce que quelqu'un connaît mieux Sekiro que toi et pourrait nous répondre? Non, connaître mieux Sekiro que moi, c'est pas possible. Ah, mais, attention, tu sous-estimes la tutosphère, là. mais par contre, connaître ce yokai en particulier, Ouais. ce ne serait pas connaître mieux Sekiro, ce serait mieux connaître ce yokai en particulier. Donc le palanquin. Le palanquin. Et pour l'anecdote, il semblerait que cette histoire, ce soit aussi une fumisterie, puisque cette estampe, elle s'appelle pas Noulalion, mais Noulillon, à une syllabe près. Il s'est juste trompé, quoi, c'est tout. Tu crois qu'il a fait une rature, il a pas osé corriger? Oh le Ah ouais. con, oh le con. Ah bah, les estampes, ça se corrigeait pas comme on corrige un Word aujourd'hui. Non, c'est hein. pas faux. Et en fait, sur cette estampe, on pense qu'il aurait voulu représenter l'aristocratie dans un dessin politique, donc peut-être quelque chose un petit peu satirique, ou plus simplement un samouraï à la retraite. Mais pas du tout le yokai. Donc c'était le canard enchaîné avant l'heure. C'était une espèce de canard enchaîné du Japon de l'époque Edo. Attention là, référence. Bah, un canard, c'est un animal aquatique, donc on n'est pas loin de la thématique. C'est dur. Désolé. C'est dur ce soir. J'arrête. J'arrête. Mais du coup, comme pour notre pote le Gacha de Kolo, si vous vous en souvenez, et si vous l'avez pas écouté, faut y aller les gars, bah, une image qui devient mythique devient en fait la seule image de ce yokai, elle est répétée, amplifiée, déformée, on connaît l'histoire. Or, Toriyama Seikei, son œuvre, ça a été entre autres de recenser les monstres de la parade des yokai, bah, on comprend qu'il y a des gens qui aient pu faire un peu le lien entre les deux finalement. Mais je pense pas que parce que t'as une différence d'une... Toi, tu penses que c'était le Noulalion? Ouais, je pense ça. C'est juste que quand t'es artiste et que tu veux un peu tordre... T'inventes un truc qui est proche d'un autre truc, bah tu vas tordre un peu le nom. Du coup, remets en contexte. À l'époque, t'avais deux trucs séparés. Tu avais cette estampe qui s'appelle Noulillon, et du coup, tu avais ce yokai de Okayama Ken qui s'appelait Noulalion, qui avait rien à voir, qui était un monstre aquatique. Ouais, mais justement, il a adapté, et puis il s'est dit, bon, je vais pas lui donner exactement le même nom, mais proche. Donc du coup, tu crois qu'il aurait carrément pris un monstre aquatique et qu'il en aurait fait lui-même un yokai qui vient s'installer dans ton canapé? Ouais, Pourquoi pas? le Japon est une île, hein, donc l'aquatisme, c'est un peu partout. quoi. L'aquatisme. Ouais, j'aime bien ce mot. Ouais, tu aimes bien. Tu viens de l'inventer. Hein, tu pourrais... Et alors, il passe bien, tout le monde comprend ce que j'ai voulu dire. On est des libraires, on fait ce qu'on veut avec les mots. Voilà, c'est dit. Et on raconte que cette image Noulalion ou Noulillon peinte par Pardon. Seiken... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste... Vas-y, fais-la. Sors-la de ton système, sinon ça va pas Non, aller. mais j'ai pensé à aquatisme, et je me suis dit, oh, désolé, c'est la fatigue. Qu'il y aurait des pas... Non. Oh la vache. Non, mais c'est la première fois que t'arrives pas à le dire tellement ça te fait marrer. Donc d'un côté, je suis extrêmement curieuse. Oh, en plus, c'est nul. Mais vas-y, qu'on en finisse. Qu'on en finisse, Mathieu. Putain, je suis fatigué. Ah, mais c'est comme le Noulalion, c'est difficile à prononcer. Il y aurait des parcs Oui. aquatisme. Enfin bon, voilà, non, mais tu vois, c'est nul. C'est nul, mais ça va faire rire. C'est la chaleur Vous aussi. pouvez envoyer vos dons au numéro qui s'affiche en bas de votre écran pour qu'on puisse prendre des vacances. Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, les gars. Sérieux. Malgré ta théorie, on raconte que cette image du Noulillon, peint par Seiken, sa description d'un esprit menteur, puisqu'il a décrit en même temps cet esprit menteur justement au visage de poisson-chat, sans yeux ni bouche, aurait inspiré le Noulalion tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et comme beaucoup d'autres yokai, en fait, l'illustration semble être née avant la légende qu'on se raconte aujourd'hui. Et entre-temps, de nombreuses autres illustrations l'ont mis en scène et sont apparues, qui ont un petit peu propagé cette nouvelle version qui n'a rien à voir avec la version de base d'Okayama Ken. Mais comment est-il devenu le patron des patrons, le suprême commandeur de l'armée yokai? Ça, c'est une histoire bien plus récente, et on va dire un nom qu'on connaît beaucoup dans la librairie, pour l'avoir entendu absolument à chaque épisode, je pense. C'est en fait Shigeru Mizuki, qui a décidé que le Noulalion était le patron des yokai. Alors que si on regarde l'histoire, cette affirmation, où il est censé être en fait le suprême commandeur de yokai, l'histoire de Shigeru Mizuki à la base d'ailleurs, c'est censé être un mensonge. C'est-à-dire que quand il se présente, il dit « Moi je suis le suprême commandeur des yokai, monsieur ». Et en fait, non, pas du tout. En fait, au fur et à mesure, il s'est dit « Ah, mais c'est pas forcément une mauvaise idée de faire de ce squatteur des enfers un patron ». Et il est devenu, tout simplement, au fur et à mesure de l'histoire de Kitaro, le patron de l'armée des yokai. Ah, il va falloir qu'on le lise, hein, un de ces quatre. Mais il y a 48 versions aussi, ça me saoule. Bah là, moi, j'ai pris sur Netflix la récente, mais... Et donc, ce Noulalion, c'est une parfaite illustration du caractère extrêmement mouvant des yokai et de leur instabilité à travers l'histoire, finalement. Parce que si d'autres yokai ont su garder une trame relativement classique, comme par exemple la Yuki Onna, même si elle a plusieurs versions, sa trame, son origine, son fil rouge, c'est le même, le Noulalion, vous voyez qu'au fur et à mesure du temps,
il évolue et pour venir d'un endroit qui n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui à l'heure actuelle. Je me disais juste que c'est peut-être à lui-même la représentation du monde des yokai, quoi. Quelque part, oui, je suis d'accord. Par le fait qu'ils soient insaisissables, par le fait qu'ils soient Il est indéfinissables. complètement... Alors, par contre, il a ce côté qui est beaucoup moins malsain que d'autres yokai, par exemple. Mais il a ce caractère qui est à la fois quotidien et surnaturel. Alors attention, là je lance un pavé dans la mare, mais j'ai l'impression que le côté malsain des yokai vient uniquement des yokai contemporains. Donc des C'est vrai. légendes urbaines. Oui et non, parce que le gacha d'Okulo, par exemple, il est un petit peu malsain quand même, ça reste quelque chose d'extrêmement nocif qui... Je trouve pas qu'il est malsain. Non, mais il te mange quand même. Je trouve qu'il... Ouais, mais mais tu il parles de représente... malsain au sens film d'horreur. C'est ça, ouais, malsain, genre The Ring. Kayako, Kuchisake. Ça, c'est extrêmement récent. Mais je crois qu'on avait évoqué le sujet d'ailleurs avec Charles et Mathias quand on avait fait l'épisode. Ouais, mais du coup, tu t'employais le mot malsain, Ouais. mais je pense que pour moi, le monde des yokai originels n'est pas malsain. Ça, on en parlera un petit peu dans l'œuvre du jour qu'on va présenter tout à l'heure. Mais effectivement, le Nulalion, en tout cas, par rapport à d'autres yokai plus contemporains, comme tu le dis, il a vraiment pas du tout ce côté malsain. Au contraire, il est plutôt positif. C'est-à-dire que même s'il vient te braquer, mais Dandy, il vient te braquer, mais il est sympa. Un petit côté Arsène Lupin, quoi. Ouais. Il vient, il te vole des trucs, mais il reste quand même, il est dans son petit costume, machin. J'ai même pas l'impression qu'il laisse de déchets et tout derrière lui, tu vois. Tu parles de braquage, moi ça me fait penser à un yokai qui nous a été partagé cette semaine, l'espèce l'espadrille. Bakezoli, Parce que je sais pas si t'as vu, mais sur une des deux images, il y a le chien là, il a un flingue dans la main. En fait. avec le chien. Je sais plus s'il y avait le chien. T'as Ouais, c'est un le chien derrière, en fait, qui le regarde un peu en D'accord, mode et apeuré. il a un justement. flingue dans la main. Et Quoi. t'as une... C'est pas une espadrille, du coup, parce que c'est une... Ouais, mais je le localisais pour la France, quoi. C'était important. Oui. Gaston Lagaffe. On écoutait en dédicace. francophonie, donc c'est C'est important ça, de ouais. localiser. Mais du coup, c'est une... C'est quoi? C'est une espèce de claquette en roseau. Et je lance donc un concours où il n'y a pas de prix à gagner. Si vous pouviez faire des crocs yokai. Pourquoi une illustration de crocs yokai, Je je serais... déteste les crocs. Ça a pas 100 ans, ça peut pas être un Tsukumogami. Ça a pas 100 ans, les crocs. Ah, mais c'est ridicule. Oui, c'est Mais ridicule, oui. J'aimerais bien le voir en yokai, du coup. Mathieu Croza, Nazino, Ah bah, celui qui veut, hein, mais un croc on yokai... fait appel à vous. Mathieu veut un croc yokai. Ça serait génial, quoi. Ça me fait penser à mon collègue qui est fan de Star Wars et qui porte des J'ai crocs. cru que t'allais me dire qu'il était fan de crocs, et là, c'était grave. Mais il porte des crocs, sauf qu'il a mis des pins Star Wars dessus, quoi. Au boulot? Au boulot. Et il traîne des pieds aussi. Mais ça, c'est tout le monde qui traîne des pieds au boulot. Les Japonais traînent des pieds au boulot. Moi, je tire à vue. Eh, mais c'est fréquent, ça, dans toutes les boîtes Mais où c'est je pas suis pour allé. ça que j'accepte. Ah oui, d'accord. Mais t'avais l'air Hein étonné, c'est pour ça. Mais parce que je pensais que vous étiez un peu... Vous vous respectiez un peu dans ton travail, quoi. Ah, mais moi, j'ai chaussures de ville, mais... Donc, on va aborder maintenant la pop culture. La partie que certaines personnes passent, on le sait très bien, on vous voit d'ici. Il nous faut des jingles, hein. Pop culture, pop culture. Du coup, ce qui est intéressant, c'est bien du coup. Faudrait faire plusieurs cases du coup. Ouais, il en faut plusieurs, un peu répartis sur tout le bingo. Donc du coup, Mathieu. Ce qui est intéressant lors des recherches, et tu m'as dit que c'était la même chose de ton côté, c'est que en fait, on le retrouve, mais uniquement centralisé autour de 2-3 œuvres. C'est ça. Et qu'après, c'est très difficile d'aller le chercher. Alors, par exemple, Yokai Watch, il y est dedans. Il y est, et en fait, c'est Transformé en marrant plus. parce qu'il y est, et il a rien à voir physiquement Voilà. avec le Nulalion. Préciser que Yokai Watch, c'est pas le truc qui sort si tu fais pas de recherche. Non, non. C'est-à-dire qu'il sort pas. Déjà, parce qu'entre autres, il s'appelle pas comme ça aussi en version francophone. Il s'appelle Zazel, en C'est référence à Azazel, ce qui n'a C'est rien vrai. à voir vraiment avec le Nulalion. Et je pense que là, il y a de la localisation qui a été faite, et c'est de bon goût, parce qu'effectivement, il a aucun trait physique typique du Nulalion dedans. C'est vrai. En l'occurrence, moi, il m'a fait penser plutôt à un Yuki Otoko et un Yuki Onna. Par le code couleur, qui est plutôt bleu, par ses vêtements, qui font un petit peu plus penser aussi à quelque chose d'hivernal, en fait, et à ses longs cheveux. Mais du coup, il a aucun rapport avec le Nulalion. Et en fait, le seul rapport qu'il y a, c'est que quand il évolue... Enfin, bon, je connais pas assez Yokai Watch pour en parler de manière certaine, je pense que d'autres personnes comme Axel pourront me corriger. Quand il évolue, en fait, il prend ce nom de Nulalion, et son surnom, c'est Nulali. Mais à part ça, aucun rapport avec le Yokai Nulalion tel qu'on le connaît. Alors, faut dire aussi, et je pense que t'es d'accord, c'est qu'il est quand même moins photogénique que d'autres yokai qu'on a pu voir passer. Dans le dessin animé Nuralion no Mago, Lui ou le héros? non, mais même lui, je le Même trouve lui, vachement ouais. bien foutu, quoi. Il est moins photogénique dans le sens où effectivement il est un petit peu moins sexy qu'une Yuki Onna, un petit peu moins marrant et exceptionnel qu'un Gacha Dokulo par exemple. Ouais. Physiquement, il a la classe. On en parlera du coup juste après parce que c'est, comme qui dirait, l'œuvre du jour. On va plutôt essayer de parler d'autres œuvres où le Nulalion apparaît. En l'occurrence, on va parler de Gantz. D'accord.
Tu vas parler de Je vais Gantz. parler de Gantz, mais alors je vais parler de Gantz façon large. Oui. C'est-à-dire que je vais pas parler que du Nulalion de Gantz. Alors, avant qu'on aborde le sujet du coup, effectivement, comme tu l'as dit plus tôt, le Nulalion, on le retrouve de manière surprenante très peu dans la pop culture, en fait, malgré le fait qu'il soit si apprécié, notamment parce qu'il a des apparences très marquantes, donc dans Gegege no Kitaro, comme on l'a évoqué juste avant, dans Gantz, comme tu l'évoques, et dans l'œuvre du jour, du coup, de Nulalion no Mago. En dehors de ça, en général, c'est plutôt un personnage secondaire, apprécié comme un papy ou un tonton bourré, vous choisissez ce que vous préférez, mais il est rarement le maître d'œuvre en fait d'un manga. Et même, j'ai essayé de trouver une photo de lui dans Shin Megami Tensei, parce que c'est une série qui est assez réputée pour avoir pas mal de yokai. On en a déjà parlé d'ailleurs dans les épisodes précédents, mais impossible de trouver une photo de lui. Donc comme quoi il est insaisissable. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé des potes à lui, des photos de potes à lui, et à chaque fois dans leur description c'est marqué « Ouais, c'est un pote du Nulalion ». D'accord. Mais le Nulalion est jamais hyper linké, quoi. Donc tu disais dans Gantz. Dans Gantz, alors attends 2 secondes, parce que je recherche exactement... Parce que tu viens de te refaire tout le manga, il me semble. Je me suis refait tout le manga parce que j'avais très envie de relire. En fait, j'avais à peu près arrêté à la parade des 100 yokai. Donc juste à l'arc qui nous intéresse en l'occurrence. Donc ça m'avait donné vachement envie de... tu vas présenter un peu ou on présente vite fait ce que c'est ? Je vais présenter Gantz. Alors, avant de parler du Nulalion en lui-même, j'aimerais parler de Gantz. Donc le pitch de base de Gantz, c'est un héros. Un anti-héros. Un anti-héros, un héros. Mais maintenant les anti-héros, c'est des héros. C'est un Shinji qui allie dans l'âme quand même. Surtout au début. Un mec détestable. Parce oui, du coup, c'est un peu le pivot du manga aussi, tu vois. Ouais. C'est que tu commences avec un mec absolument détestable. C'est ça qui est bien, en fait. C'est que Gantz, quand même, c'était un peu Game of Thrones avant l'heure. C'est-à-dire que les personnages meurent sans que tu t'y attendes. C'est ça. Et ils sont tous très humains. Et ils sont tous très humains. Très, très humains. Bon, alors l'auteur abuse parce que toutes ces pages d'interlude, c'est des nanas à poil par contre, donc ça c'est un peu relou quoi. Mais ça va souvent de pair avec le manga d'horreur. Enfin, c'est pas horreur, mais le manga horreur SF en général, ça va quand même de pair avec des choses assez, j'ai pas envie de dire sexistes, mais en tout cas, ces gens-là aiment les filles à forte poitrine, passablement dénudées. D'accord. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu choqué aussi à l'époque. De toute façon, c'est seinen. Hein. Là, on se place dans un seinen, manga pour adultes. Hein. Clairement, alors c'est très gore, hein. c'est gore. C'est gore, mais en plus c'est gore par les images et par, comme tu dis, les morts surprenantes. C'est-à-dire que c'est extrêmement violent. Les sujets que ça traite, très crus. Donc pour replacer, alors ça va spoiler un peu, hein, mais pour replacer, donc si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez pas être spoilé, sautez à la section suivante. Voilà, à la section d'assaut. Alors le pitch de base, c'est cet anti-héros qui meurt tête décapitée par un train, un métro. En fait, il rencontre un pote à lui qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ce pote, c'est l'homme bon, altruiste, et il y a un espèce de bourré qui tombe sur les rails et il va le sauver. Sauf que le mec bourré est trop lourd et donc pour le sortir des rails, il reconnaît son ami d'antan, il l'appelle, notre ami anti-héros, et l'anti-héros se sent obligé d'y aller, pas avoir la honte vis-à-vis des gens. Sauf que le temps qu'il remonte le bourré, il y a un train qui arrive et donc il décide de courir le temps qu'il s'arrête, tu vois, il dépasse l'arrêt du train, sauf que c'est un express et que les express ne s'arrêtent pas à cet arrêt. Et donc ils se font décapiter. Et là, il se retrouve dans une salle, clairement dans Tokyo, parce que de la fenêtre de la salle, on peut voir la Tokyo Tower, avec une boule noire au milieu. Assez grosse, la boule noire. Ouais, c'est à mi-hauteur d'homme. C'est une boule assez imposante, quoi. Et très vite, ils vont se rendre compte que tous les gens qui sont dans la salle avec eux, il y en a une bonne dizaine, c'est des gens qui viennent de mourir. Il y a une musique qui retentit, la boule s'ouvre avec les armes et des combinaisons, et ils ont une mission qui leur est indiquée. Donc la première mission, c'est aller tuer l'homme au poireau. Ouais, je crois que c'est dans ces termes-là, littéralement. Juste aller tuer l'homme au poireau. C'est ça. Et donc c'est marrant parce qu'il y a toujours une fiche technique du monstre à aller tuer. C'est un spoil de dire alien, je pense pas. Non, enfin c'est un alien, c'est clairement des aliens. Hein. On sait pas pourquoi il faut aller les tuer, mais c'est des aliens. Il y a toujours les particularités, c'est-à-dire ce qu'il aime pas, son poids, machin, enfin tout ce qui décrit l'extraterrestre. Et donc j'avais envie, pour vous donner une idée, donc attention, ça va spoiler sévère là, de vous donner la liste des aliens qu'on retrouvait pour que vous compreniez un peu l'esprit de Gantz. Donc ça commence par l'homme poireau, sachant que le poireau, le negi, c'est ça, c'est quand même un légume assez caractéristique du Japon. Donc c'est toujours une composante de quelque chose qui est rattaché à la culture japonaise. Donc l'homme au poireau, le poireau, le negi, quand vous allez faire vos courses au Japon, il y a toujours la mamie avec son poireau sous le bras, pas la baguette. C'est et le poireau. Fameux même. Le même de la nana qui tourne son poireau en chantant là. Ah merde, j'ai plus l'air de la chanson, mais c'est Project Diva, c'est Hatsune Miku. Oui, mais du coup c'est avec une image de Bleach où elle tourne son poireau. Ah d'accord, c'est avec Bleach. Ça a été collé sur une image d'Inoue Horihime dans Bleach, je sais, qui est en train de justement de tourner un poireau. J'ai pas vu alors.
Donc le deuxième monstre, j'aime beaucoup parce que c'est les Tanaka. Donc c'est une espèce de japonais robots. Et j'aime bien en fait le fait que l'auteur associe japonais et robots. Je trouve ça. Et à Tanaka, parce que c'est quand même le nom de famille qu'on utilise entre étrangers pour. D'où le japonais en fait. Parce que en dessin, bon, on peut pas c'est le salaryman classique. C'est ça, japonais. Après, dans le troisième, on rentre dans un folklore qui commence à devenir un peu proche de la religion, c'est-à-dire c'est des Bouddhas. Oui, et c'est extrêmement violent, je crois. Et c'est très violent, ouais. Mais c'est à partir des Bouddhas où la série commence à. C'est ça, c'est qu'il y a un peu une escalade quand même dans la violence. C'est-à-dire que bon, le Negi, c'est un peu effrayant. Enfin, c'est bizarre en fait. Voilà, le mec doit tuer des gens. Ça reste très gore. Hein. Ouais, et puis en plus, il y a une histoire de. Bon, on m'a dit on spoil, hein, mais t'as les petits Negi et le grand Negi en fait. C'est la particularité des Gantz, et en fait, tu te rends compte vite que c'est un espèce de jeu. Ils doivent gagner des points. Et en fait. Bon, le poireau, ça commence soft, c'est le premier niveau, donc il y a juste au début, il chope le bébé, il le tue, mais ça suffit pas parce qu'il y a le papa. Et le papa, c'est pas un truc chétif, c'est un truc super bourrin qui déchire la tête à un coup, quoi. C'est assez gore d'ailleurs. Et ça donne un peu une idée de ce qui va se passer après, c'est-à-dire que ne serait-ce que dès qu'il y a les Tanaka, ils en tuent un, puis ils se rendent compte qu'il y en a une dizaine. Et ils se rendent compte que dans les Tanaka, en fait, c'est un robot, mais qui contient un espèce d'oiseau extraterrestre dedans. Oui. Et il y a le chef des oiseaux. Et donc, en fait, à chaque fois, il y a un boss. Et plus on va avancer dans les combats, plus les boss, ça va devenir des trucs complètement extravagants, complètement cheatés, trucs de fou, quoi. Mais il est très imaginatif, hein. Le mec qui a fait Gantz, par contre. C'est ouf l'imagination qu'il peut avoir, quoi. Les Bouddhas, par exemple, le boss final des Bouddhas... Quand tu dis les Bouddhas, c'est les deux d'un côté de la porte, là ? Ça, c'est les Nyo. Ouais, c'est les Nyo. Il y a les Nyo avant, du coup. C'est les Nyo, mais c'est vraiment... L'objectif, c'est les Nyo. Donc tu te dis, bon, voilà. Mais une fois qu'ils ont buté les deux Nyo d'entrée... Là, t'as le Bouddha qui se réveille. Je crois qu'il y en a 108, quoi. Enfin, il y a des Bouddhas de partout, de petite taille. Et puis après, t'as l'espèce de Shiva avec toutes les mains, là, qui chacune portent une arme et elle est complètement destructrice. D'ailleurs, c'est dans cet épisode où les héros commencent à mourir... facilement. Commence à y avoir pas mal de pertes. Des gens, enfin, quand tu dis héros, c'est les gens à qui tu t'es attaché, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts facilement avant. Oui, mais là, c'est ceux... Tu as un espèce de noyau de héros auquel tu t'attaches. C'est ça. Et là, ils commencent à mourir à partir de ce moment-là. C'est ça. Chaque monstre dont tu parles, ça fait un arc narratif. C'est pas vraiment un arc, genre une saison de manga, mais c'est un mini. Mais en fait, t'as un fil rouge. Ils essaient de comprendre pourquoi ils sont là. Oui. Et c'est pour ça que je voulais tout faire, parce qu'on arrive au yokai, en fait. Les Minus, c'est des choses d'extraterrestres, super rapides et un peu humanoïdes. Et en fait, c'est là où ils n'arrivent pas à les tuer, parce qu'ils ont un temps imparti pour les tuer. Ils n'arrivent pas. Et en fait, le Minus restant qu'il n'a pas réussi à tuer va le chercher dans la vraie vie. Et c'est là où il commence à y avoir... Oui, parce que quand ils ont fini leur mission, ils retournent à leur corps dans leur vraie vie. Voilà. Ça, je crois que tu l'as pas dit avant. Donc, ils sont téléportés, ils sont découpés par un laser qui les envoie sur le terrain, et une fois que la mission est finie, ils sont redécoupés en laser, ils reviennent dans la chambre. Même s'ils sont morts, quand ils ont réussi leur mission... Non, ceux qui sont morts ne reviennent pas, mais ceux qui sont blessés grièvement... Avant d'arriver dans la... C'est pour ça on s'y perd un peu, mais avant d'arriver dans la salle, ils sont morts. Ouais. Du coup, ils commencent cette mission, et s'ils réussissent leur mission, ils retournent à leur vie. C'est ça. Comme s'ils n'étaient pas morts. Par la porte de l'appartement. Par la porte de l'appartement. Et du coup, si jamais ils meurent dans leur mission, ils ne reviennent pas dans ce cas. Ils ne reviennent pas. Par contre, ils rentrent dans la mémoire de la machine de Gantz, et si tu arrives à 100 points, tu peux faire revivre quelqu'un. C'est pas le seul choix, tu peux avoir une arme super puissante. Un des plots du coup du truc. Du coup, à partir de Minus, c'est là où il commence à y avoir les missions ne se passent plus vraiment comme il faudrait qu'elles se passent. Ça empire, ça se mixe avec la vie. Ils viennent te chercher dans la vraie vie de tous les jours, ouais. Alors que visiblement, ils n'ont pas d'armes ou de combinaison, puisqu'ils sont dans leur vraie vie. Donc, je vais passer assez vite. Il y a quand même un arc qui nous intéresserait, c'est un arc Oni. Mais c'est marrant qu'ils utilisent le mot Oni parce que c'est démon en japonais. Ouais. Donc encore une fois, il y a une composante japonaise. Mais on va arriver. Donc vous avez compris en fait pourquoi j'ai raconté ça. C'est parce que c'est crescendo. C'est de plus en plus le bordel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'arc du Nura-Lion, c'est vraiment un moment charnier. C'est-à-dire que toutes les missions se passent à Tokyo. Charnière. C'est vraiment un moment charnière. Charnier, c'est des cadavres. Oui, il y a beaucoup de cadavres. Hein. C'est un moment charnière. Pardon. C'est pas grave. Là, tu fais des blagues même quand tu veux pas. Et même quand je veux pas, je suis un clown. Quoi. T'es un sacré clown, Mathieu. C'est-à-dire que tout se passe à Tokyo et ils sont toujours entre eux. Sauf que là, en fait, ils se retrouvent téléportés à Osaka. Chose qu'on avait évoquée pour l'épisode du Tengu. C'est ça. Et donc, à Osaka, c'est le moment de la parade des 100 yokai. La parade nocturne des 100 yokai. C'est ça. Et ils sortent de... Donc, si vous avez déjà vu Osaka, vous savez qu'il y a une rivière qui traverse... Dotonbori. Voilà, qui traverse la ville. Et ils sortent de cette rivière, en fait. Et donc, alors, j'ai pas vu la Kuchisake Onna. Elle y est pas, je pense pas. Vraiment... Là, comme on est en parade nocturne, on est vraiment dans des yoko... Ah ben voilà, parfait. Ça y est, c'est rentré. C'est rentré. Ça, la vache. Les yoko. Des yokai. Je suis content, je suis fier.
Des yokai ancestraux, donc les plus vieux. Non, des yoko ancestrales. Yoko ancestrales. Ancestrales. Des yoko ancestrales. Ancestrales, c'est dur à dire en vrai. Ben, c'est pour ça, c'est Des yoko ancestrales. Voilà. Donc du coup, des trucs qui sont de l'air Edo ou Meiji. Donc en l'occurrence, la Kochisake Onna n'en fait pas partie. Non, par contre, il y a la Yurokobi. La Lokurokubi. Voilà. Ah, mais c'est peut-être à la Lokurokubi qu'on avait parlé, je ne sais plus. Bon, Lokurokubi, Tengu, voilà, les Yuki Onna peut-être aussi. Alors, hein. la Yuki Onna, je l'ai pas vue, mais il y a pas la Je crois montagne. qu'elle fait pas partie de la parade. Mais par contre, il y a plein de yoko qui sont difformes. En fait, il y a des trucs qui sont pas identifiables, mais qui ont Des Tsukumogami qui ressemblent. Non, c'est juste c'est des monstres un peu bossus, difformes. Ça fait pas forcément référence, mais il y en a Ça plein. fait partie du Panthéon aussi. Hein. Ouais, tu peux pas voir que tu reconnais pas. Quoi. Il est pas inabasiquement reconnaissable. Ouais. Donc il y a alors. L'équipe Osaka Gans, c'est des junkies, quoi. C'est des mecs qui se droguent, ils sont complètement fous, ils vont violer les yoko femelles, mais ils sont complètement barges. Et en fait, c'est la première fois où il y a autant d'aliens à tuer, autant de yokai à tuer. C'est pour ça que les deux équipes sont fusionnées. Mais après, tout ce qui va suivre cet arc, qui est un peu l'arc, on va dire, final avant le gros bordel, avant le zénith du manga. La mission suivante, c'est Italie, et là, ils se battent contre des anges, ils faillent complètement, ils sont... Mais ça aussi, je trouve que c'est un manga qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs. Ouais. Les héros se retrouvent beaucoup face à des échecs, et c'est quelque chose que tu vois pas beaucoup... Enfin, dans le shonen, c'est assez classique que, un échec, on s'entraîne plus et on gagne, tu vois. Mais dans Gantz, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un échec, c'est extrêmement violent, ils se le prennent... Ils prennent cher, quoi. Et justement, on en parlait tout à l'heure, le héros qui s'appelle Kei, je crois, il commence en étant un anti-héros total, le mec à qui t'as envie de foutre une claque, quoi, il est détestable. Et plus ça avance, plus il évolue, et il devient extrêmement gentil et appréciable au fur et à mesure des épisodes. C'est parce qu'il aime ça, en fait. Il aime le jeu, il veut y revenir. Il aime le jeu, il veut revenir, mais il apprend aussi sur lui-même et sur les humains. En fait, tu t'aperçois qu'avant, il n'interagissait pas vraiment avec les autres. Et au final, de se retrouver dans cette équipe, soudée, avec des amis, avec une amoureuse, je crois, plus tard d'ailleurs, bah, ça lui apprend beaucoup sur lui-même et il évolue énormément. C'est vraiment très très intéressant. Moi, ce qui m'a étonné, donc là, c'est un gros spoil aussi, quand j'ai lu Gantz, c'était il y a 15 ans, quoi. Enfin, c'est très vieux quand même. C'est très très vieux. Ouais. Donc j'avais jamais vu ce... Mais maintenant, dans plein de jeux vidéo, tu retrouves cette idée scénaristique. Mais en fait, pourrais voir que c'est des clones, en fait. C'est-à-dire que quand tu meurs, t'es cloné, donc avec ta mémoire, hein. Donc t'as l'impression que c'est toujours toi. Mais en fait, tu c'est es pas un toi. clone, tu n'es plus... Et des fois... ce qui serait logique, vu que tu es mort, finalement, les mecs, ils te clonent et tu retournes à ta vie comme si de rien n'était. Sauf que Gantz, c'est pas infaillible. Et ça, c'est dès le début du manga, tu le vois. Oui, parce que Gantz, c'est la boule. C'est la boule. Je crois qu'on l'a pas dit, mais Gantz, c'est la boule. Il y a une nana qui se fait cloner, mais qui en fait est pas vraiment morte. Et donc, quand elle revient chez elle, eh ben, elle est là, en fait. Oh merde. Et donc, elle sait pas où aller après. Je l'ai pas vu, celui-là. C'est dans le début, hein. C'est vraiment au début. Ah, mais si, je crois. Mais du coup, j'ai pas dû lire jusqu'au bout de l'arc. Et du coup c'est assez intéressant. Maintenant, c'est un peu plus bateau, cette idée de conscience qui perdure et quand on se fait cloner, etc. Mais à l'époque, c'était assez inédit. Surtout dans le manga japonais, en tout cas, qui a été traduit en France, puisque Gantz était traduit en France à l'époque. C'est ça. Mais c'est très profond, ça traite de beaucoup de sujets différents. Ouais. Sur l'humain, sur ce qu'on est, sur comment on pense. Moi, j'ai pas tout lu. On peut en venir à l'armée des yokai. Hein. Ouais. Putain, j'arrive pas à prononcer son nom. Celle avec le cou qui s'allonge. Lokurokubi. Ouais, la Lokurokubi, elle prend cher. Alors, c'est pas une Nukekubi, c'est une Nobikubi. Ouais, elle se fait violer quand même assez méchamment. Oui, alors, on le répète, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Hein. T'as le yokai aussi, la nana avec la bouche derrière la tête, là. Comment il s'appelle ce yokai ? Futakuchi Onna. Voilà, celle-là aussi, elle se fait violer aussi. Il y a une armée de yokai, mais ils sont pas tous tout puissants, quoi. Je veux dire, l'équipe Gantz Osaka arrive à maîtriser. Mais, comme je vous ai dit dans tous les trucs, il y a des boss. Et dans cet arc-là, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 3. Il y a 2 boss à 60 points, qui sont le Tengu. Les points que tu gagnes, du coup, si tu les tues. Le Tengu et l'Inugami. Je croyais que c'était un Kitsune, et en fait, non, c'est un Inugami. Le chien dont tu parlais tout à l'heure. Qui est en général considéré souvent comme un Shinigami. On fera peut-être un épisode sur lui. Donc juste pour la légende, comment on crée un Inugami, c'est très simple. Vous enterrez votre chien. C'est l'atelier DIY du jour. C'est la maïté du yokai. Alors, l'Inugami, comment faisons-nous un Inugami ? Eh bien, c'est très simple. Vous enterrez votre chien, vivant évidemment, en laissant que la tête sortir, et vous l'entourez de nourriture qu'il ne peut pas atteindre, et vous le laissez dépérir. C'est tellement horrible. Quand il mourra, l'âme pourra se sustenter de son désir, et donc sera apaisée, et deviendra un Inugami. Incroyable. Voilà. Merci pour ce conseil. Voilà. Maïté. Alors, conseil qu'on ne réutilisera pas lors de... Ah non, c'est vraiment dégueu. Quand on traitera de l'Inugami en épisode. Mais voilà, donc c'est un Inugami. Ouais. Et alors, les deux sont super balèzes. Hein. Ils tuent pas mal de membres de l'équipe. Mm-hmm. Mais au final, ils se font avoir. Au milieu d'eux, il y a
ce Nullalion qui est assez intéressant. Donc quand il apparaît, donc je montre l'image, on voit clairement, c'est À la grosse tête. c'est la grosse tête. Et les petits cheveux sur le côté. Les c'est petits cheveux sur le côté, le kimono. Alors, le Nullalion, il apparaît comme l'image typique du petit papy avec la grosse tête. Très petit du coup. C'est ça qu'on l'a pas dit jusqu'à présent, mais en Très général, petit. il est très très petit le Nullalion. Ouais. Je sais pas, 1m30, 1m20. Hein. C'est ça. Ouais. Avec sa grosse tête. Et du coup, là, tu m'as montré, il a des petits cheveux sur le côté, C'est ça. un petit côté En fait- tortue géniale. Vous pouvez penser au boss de Tekken, Oui. mais en déformé et vieux. Alors, c'est assez intéressant parce que la première chose que fait le Nullalion, donc les trois ensemble sont en haut d'un building et regardent un peu la parade, agresser les gens, se faire agresser. Ils font rien. Des en patrons, fait. quoi. Ils restent là, c'est des patrons. Sauf le Nullalion qui, lui, au lieu de rester immobile, va s'amuser dans la petite rivière à côté. Et en sautant du building et en retombant, et donc en sautant du building pour retomber proche de la rivière, il se transforme en jeune fille. Ah, mais on en revient au mensonge alors. C'est ça. Vraiment, il est insaisissable. Et donc dans la rivière, il y a plein de sortes de zombies. C'est des humanoïdes, on dirait des zombies, des gens revenus à la vie, mais qui sortent de la rivière. Il y a une Des puanteur sortes de dans le manga. Onryo alors ou... Il y a une puanteur. Je pense pas qu'ils fassent partie de la parade. C'est juste la conséquence de la parade en fait. Je pense que c'est des humains qui sont juste morts vivants quoi. Mais ils restent dans la rivière et ils essaient d'attraper le Nullalion qui va jouer avec eux. Donc il y a une impression de légèreté qui s'échappe du Nullalion au-dessus de l'eau. Donc encore ce rapport à l'eau, le fait d'être insaisissable. Et là, il se transforme en jeune fille, mais il continue à sauter et à les narguer. Et au moment où Gantz va s'attaquer à lui, il va complètement changer de forme et il va devenir le mâle parfait. Le mâle, enfin l'homme parfait, parce qu'il est asexué. Il devient... Homme, non, parce qu'il a techniquement il a sexué, c'est pas ce de que sexe je dis, ouais. du tout. Ouais. Ouais. Quand je disais homme, c'était avec un grand H, c'est-à-dire Un Ken. l'humain parfait C'est un Ken. et chauve. Oui, Ken C'est Monsieur Propre, en fait. Ouais, c'est Monsieur Propre, ouais. Alors, est-ce que Monsieur Propre est l'homme parfait? C'est à débattre. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vite se faire maîtriser, il va se faire décapiter, Carrément. et en fait, la tête, alors ça n'a rien à voir avec le truc d'Ogekai, mais c'est là où ça commence à partir un peu en live. Ouais. La tête va faire des rayons, style le X-Men, là, qui balance des rayons avec par les yeux. Et tout ce qui touche le rayon meurt instantanément. Oh là Quoi. là. C'est désintégré. Du coup, ouais, bon, il est classe, ouais. mais en même temps, il se fait maîtriser très vite, quoi. Mais attends, non, c'est pas c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a un membre de l'équipe de Gantz qui va récupérer la tête et qui va l'utiliser pour buter plein de yokai. Et il y a même une vache géante. C'est un yokai, la vache géante. J'ai oublié le nom, là, je suis désolé. Un Gyuki. Ushioni? Non, un Gyuki géant. Gyuki. Géant qui apparaît à la fin de la mission et qui se fait maîtriser aussi comme ça. Alors, pour le décrire, je l'ai devant les yeux, là. C'est effectivement... Ça ressemble un peu à une vache, mais les pattes ressemblent plus à des pattes d'araignée, hein. Ouais, c'est un peu un truc... Donc ouais, c'est pas... vous sortez, c'est pas la vache dans le champ, hein. Non, D'ailleurs, Toriyama Seiken en a fait une illustration aussi. Ah ben voilà, donc on n'est pas loin. Ah ben voilà, c'était l'accent du Sud, cochez votre case, s'il vous plaît. Accent du Sud. Ah bon, ah ben voilà, c'est le truc du Sud. Ah ben voilà, bah attends, il y a que les gens du Sud pour dire ah ben voilà. Ah d'accord. Ok, je savais pas. Alors attends, parce que j'ai pas fini, on est loin de la fin là. Pas fini. Une fois qu'ils ont quand même détruit la moitié du folklore japonais, la tête va repousser des petites mains et va s'extirper de l'emprise du membre de Gantz. Quel patron ce Nullalion quand même. Donc vous voyez, il est, encore une fois, il est insaisissable. C'est-à-dire que même si t'essayes, tu le décapites, tu lui prends la tête et tout, le mec il se barre. Le corps a eu le temps de se reconstituer et il se remet la tête. Et il a encore plus d'abdos qu'avant. Incroyable. J'ai pas autant d'abdos. Hein. Et alors là, dans l'univers de Gantz, il y a plein d'armes différentes qui ont des effets différents. Assez SF les armes quand même. Hein. On n'est pas sur le katana en et général. Même un peu tripante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu tires, l'effet se fait ressentir 5 secondes après. Donc ça fait un peu Ken le survivant, tu vois. Tu ne le sais pas encore, mais tu es mort. Déjà mort. J'aime beaucoup les armes de Gantz. Hein. Il se fait trancher ou je sais pas quoi par une arme, et alors là, il se transforme en plein de petits Nullalions. Ah bah du coup là, on retourne à l'apparence originale. Le kimono et la tête un petit peu ronde. Après quelques combats, il décide de se retransformer en Nana, sauf qu'il va se retransformer en... Comment il s'appelle le squelette? Gacha Dokuro. Un Gacha Dokuro, mais pas de squelette, mais de Nana. Oh et là, il va tuer quelques membres de Gantz en les étouffant avec ses seins. Avec lesquels? Parce qu'il y a plein de nanas. Oui, mais est-ce que c'est les seins du monstre
fait de nanas ou est-ce que c'est des seins d'une Non, des nanas du monstre? en fait, il va multiplier les seins, tu vas avoir des seins de partout, il va les... Ah ouais, c'est très what the fuck, vous êtes peut-être pas assez prévenus, mais c'est quand Donc c'est même très complètement what what the fuck, là. mais on reconnaît encore une fois le côté insaisissable de l'apparence du Nulalion. Complètement. Donc là, il y a un membre de Gantz au bout d'un moment qui va utiliser un espèce d'arme qui fait une apesanteur fois 1000. D'accord. Donc ça va complètement l'écrabouiller. Ça va devenir de la gelée, quoi. Enfin, Oui, il l'écrase au sol. il écrase au sol. Ça devient, il est réduit en liquide, quoi. Il va se transformer dans sa forme finale, qui est de loin la plus bourrine. Une espèce de... Moi, ça me fait penser à Diablo. Une espèce de... Ça me fait penser à Ah la vache, ouais, c'est un peu dégueu. Avec des épines. Ouais, c'est un peu dinosaure pour moi. Hein. C'est un mix entre un dinosaure, mais il a une tête squelette avec un peu des Godzilla. cornes. Ouais, c'est un Godzilla Diablo. Avec des épines le long de la queue, quoi. Mais encore une fois, très imaginatif, monsieur, surtout pour dessiner des trucs dégueulasses. Et alors là, il va tout défoncer. Hein. Ce qui en ressort, en fait, c'est que c'est un être quand même super puissant, intuable, parce qu'il le tue 50 000 fois et à chaque fois, il revient. Ouais, c'est ça, en fait. T'as beau t'acharner sur lui, il t'échappe, en fait. Il se passe un truc qui fait que tu t'attendais pas. C'est ça. Et qui fait que, du coup, il peut te réattaquer. C'est la première fois qu'il y a un monstre qui a autant de formes différentes. Donc il est vraiment insaisissable, on peut pas le voir. C'est la première fois aussi qu'ils établissent un dialogue avec un... Il lui parle? Alors non. Il parle au Négui géant un petit peu aussi, je crois. Ouais, mais ça c'est un peu différent. Tu veux dire que là, il y a une vraie discussion qui se crée? Non. En fait, il y a d'abord un dialogue avec la nana, les Bouddhas, où un des Bouddhas prend possession d'un des mecs de Gantz et il parle par l'intermédiaire de Gantz. Ah, tu veux dire que par leur propre corps, ils peuvent pas... Enfin, c'est des aliens. Ouais. Hein. Mais là, il y a un vrai dialogue avec... un vrai dialogue. Il y a un échange où il demande effectivement pourquoi... Parce que après tout, on est quand même au chapitre, je sais plus combien, 200 et quelques. Ils se demandent pourquoi ils doivent tuer les extraterrestres, ils savent toujours pas. Ouais, c'est-à-dire qu'on les met dans cette salle, il y a la boule grande qui leur dit faites ça, mais ils savent pas pourquoi, et du coup ils sont obligés de le faire, parce que s'ils le font pas, ils meurent. Ouais. Et la raison d'ailleurs serait, pas pour spoiler, mais je pense que tous les gens qui votent RN adoreraient la raison. Je n'en dirai pas plus. C'est le moment politique qui n'est pas encore sur la grille de bingo, ce sera une case bonus. Voilà, la case bonus. Donc, finalement, il est ultra représenté dans le sens où c'est un mec super bourrin. Il est bien représenté. Je pense qu'il y a eu de la recherche derrière. Et j'ai bien aimé tout ce moment où il est transformé en femme au début, où il va jouer. Parce que tu sens la légèreté, l'insouciance et le côté coquin, quoi. Le côté mensonger, encore une fois, qui se fait passer pour quelque chose qu'il n'est pas. On ne sait pas ce qu'il est, en fait. Donc peut-être que c'est une femme pour de vrai et que toutes les autres formes, c'est les fausses. A priori, la forme dans laquelle tu le vois le plus souvent, c'est cette forme justement de papy avec la grosse tête. C'est ça. Pour le gros aparté Gantz. Voilà. Mais je pense que c'est une des œuvres, en dehors de l'œuvre qu'on va présenter après, où le Nulalion est quand même le plus présent. C'est ça. Et important. Et comme tu dis, ça rappelle beaucoup du coup son côté un peu insaisissable, pas forcément aquatique, mais en tout cas quelque chose qui glisse entre les mains, quoi. Et menteur. Et puisque moi, alors je sais pas toi, mais mes références pop culturelles que je préfère, c'est quand même celles qu'on retrouve dans la vraie vie. Ouais. On en retrouve peu, alors c'est pour ça que je suis très contente qu'on en retrouve. Et là, moi j'ai adoré quand j'ai trouvé cette histoire de taxi de Kyoto, qui en fait te fait faire un petit voyage avec le Nulalion. C'est-à-dire que quand tu prends le taxi, faut le réserver, parce qu'il n'est là que la nuit, et bien sur le siège passager du conducteur, tu as une marionnette de Nulalion. Alors je l'ai vu, c'est pas à l'image que tu m'as montré, mais c'est vraiment un petit monsieur en costume avec une tête énorme, un peu en mode lune de Jules Verne, tu vois. D'accord. Donc vraiment un peu dégueu, tu vois. Et quel est le point intéressant? C'est-à-dire que pendant que tu fais ton voyage en taxi avec ce monsieur taximan, il te raconte des légendes locales de Kyoto. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors malheureusement, c'est un service qui n'est plus disponible. C'était disponible jusqu'à octobre de cette année, je crois. Mais si jamais il réouvre, on vous prévient. Et moi j'y vais, parce que ça a l'air quand même vachement marrant. Et une autre référence de la vraie vie, il y a à Okayama-ken, donc on en parlait, le fief de Nulalion, un izakaya, donc un restaurant japonais pour le dîner, qui s'appelle Nulalion tout simplement. Donc je suppose que si vous y allez, vous allez entendre des petites légendes sur ce monstre japonais, ma foi. Et on va passer à l'œuvre du jour. Donc l'œuvre du jour. Donc la deuxième œuvre qui met en avant le Nulalion. Alors en l'occurrence, c'est un peu mentir, puisque le héros, tu le connais aussi du coup un peu, c'est pas le Nulalion en tant que tel, c'est le petit-fils du Nulalion. Mais du coup, comme c'est son petit-fils, il habite dans la même maison que son grand-père, donc forcément, on le retrouve beaucoup. Donc il a une maison, là. Il a une grosse maison, et il y a plein de yokai dedans. Bon, c'est vraiment rigolo. Alors, comme je vous disais, c'est pas centré sur le Nulalion en tant que soi, c'est centré sur le petit-fils du Nulalion, qui n'est pas vraiment yokai, puisqu'il est seulement un quart yokai et 3 quarts humain. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire, je suppose.
Et du coup, surtout, il a une apparence humaine. Il n'a pas ce crâne, c'est pas bicéphale, mais ce crâne énorme, Ouais. du coup, de Nola Lyon. Il est humain, il a des petites lunettes, il a 12 ans, je crois, dans l'histoire. Et cette œuvre, on me l'a conseillé, c'est Arthur, mon collègue, du coup, qui, quand on cherchait le thème, m'a conseillé ce manga. Je me suis dit, bah tiens, c'est parfait, on va y aller. Une petite aparté juste, Yes. un autre personnage qui a ce crâne-là, c'est la deuxième transformation de Freezer dans Dragon Ball Z. C'est pas faux. Non, c'est pas faux, ouais. Alors, je sais pas, il a pas du tout ce caractère, par contre, il me semble. Non. Non. Enfin, à part le côté un peu noble ou snob. Alors, je ne connais pas. Alors, je sais, c'est le moment de honte, mais je n'ai pas lu Dragon Ball. Freezer, c'est un peu le mec pédant, quoi. Bon, bah, du coup, ouais, il y a Donc un ça, petit côté Un petit Nola côté Lyon, quand même, Nola ouais. Lyon. Donc, Nola Lyon no Mago, traduit en français par Nula, seigneur des yokai, c'est un shonen manga de type Neketsu. Mais qu'est-ce que le Neketsu? Heureusement que t'es là pour me relancer, sinon il n'y aurait pas d'émission. Alors du coup, Oh, oh, oh. le shonen manga, je pense qu'on l'a déjà abordé, mais en gros, c'est les mangas destinés à des jeunes adolescents masculins. On se fâche pas, moi aussi je lis plein de shonen, c'est pas pour ça que vous devez pas le lire si vous êtes une femme par exemple. Et le Neketsu, en fait, si vous connaissez un peu les mangas, vous pensez à Bleach, Naruto, quoi. Donc c'est les trucs où vous avez un héros relativement jeune qui, en gros, se bastonne tout le temps et il veut plus de pouvoir pour une raison en général extrêmement honorable. Et c'est l'escalade, et à la fin il peut détruire la planète en un coup de poing. Voilà. C'est le Neketsu dans toute sa splendeur. Et dans Nola Lyon no Mago, vous avez entre autres plusieurs longs arcs narratifs qui en gros sont destinés à un gros monstre qu'il faut abattre. Et c'est quoi la routine ? Bah c'est il y a un gros monstre qu'on peut pas battre tout de suite, alors on s'entraîne pour le battre, on peut le battre, et du coup il y a un autre gros monstre qui apparaît, il faut s'entraîner pour le battre, etc. jusqu'à la fin du manga, en général jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lecteurs, n'est-ce pas ? C'est un peu une allégorie de la vie, quoi. C'est un peu une allégorie de la vie. Et une histoire d'amour. Il y a souvent une histoire d'amour. Souvent une histoire d'amour. Ouais. Ou en général, il finit avec une nana. Mais en fait, c'est ça, c'est que tout au long de l'histoire, t'as une espèce d'histoire d'amour un peu, pas vraiment importante, mais quand même en Ouais. trame. Et à la fin, il finit avec, et ils ont des enfants, et tout le monde est heureux, tu vois. Pense à Bleach. Bah, Non, Bleach, il finit pas avec la nana. Bleach, j'ai pas pu finir, quoi. Mais dans Naruto, il finit avec Sakura. Non, Sakura finit avec Sasuke. Non, lui, il finit avec la nana Hinata. aux yeux blancs, là. Hinata. Donc, du coup, en général, voilà, il finit avec une midinette quelconque, et ils ont des enfants, et c'est pas vraiment important, finalement. Bah si, c'est important pour... parce que maintenant, t'as Boruto, donc ils peuvent continuer à se faire de l'argent en C'est vendant vrai des qu'ils mangas. peuvent continuer. J'ai lu aucun Boruto, je Moi ne non sais plus. même pas ce que ça vaut. Moi non plus. J'ai pas envie, c'est ouf, c'est incroyable. Bon, pour en revenir à notre sujet du jour, Nola Lyon no Mago, donc le petit-fils d'une Nola Lyon, hein, si on traduit littéralement, ça a été publié entre mars 2008 et juin 2012 au Japon, et en français, c'est terminé en 2016 pour un total de 25 volumes. Ce qui est relativement court pour un shonen manga finalement. Naruto ou Bleach. Ouais, mais ça, c'est... Enfin, ou One Piece. Bah, du coup, ouais, on frôle les 100. D'ailleurs, je crois que One Piece est le plus long. Ouais, c'est un des plus longs. Je pense qu'il doit en avoir des on plus frôle, longs. on frôle la centaine avec One Piece, c'est vachement long. Donc du coup, 25 volumes, c'est quand même relativement court en général, ce qui prouve que peut-être on n'est pas allé trop loin, comme certains autres, je ne sais pas. Pour le résumé, je vais citer directement Canal, la maison d'édition française du coup. Donc Nura Rikuo, 12 ans, n'est pas un petit garçon tout à fait comme les autres. En effet, un quart de sang yokai, des démons qui s'infiltrent dans notre monde, coule dans ses veines. Il vit dans une grande maison avec son grand-père, Nura Lyon, le grand maître du plus puissant clan yokai de la région de Tokyo, le clan Nura. Rikuo est censé prendre la succession de son grand-père en tant que troisième commandant suprême des yokai. Petit enfant, il admirait ce grand-père et rêvait de prendre sa suite. Mais aujourd'hui, Rikuo aspire à vivre une vie en tant qu'humain normal. Et si une partie du monde yokai le considère déjà comme leur futur chef, certains voient en lui un obstacle et rêvent de l'illuminer. Un jour, poussé par la colère et le désir de protéger ses amis d'un danger, Rikuo est obligé de se transformer en yokai et de prendre la tête d'une partie du clan Nura, revendiquant par là son héritage. À l'aube d'une guerre de clans pour le contrôle du monde yokai, Rikuo va devoir composer avec sa part d'humain et ce quart de sang yokai, tout au moins pour protéger ceux auxquels il tient. Mais si en plus des nombreux yokai, il faut supporter le club d'enquête sur les yokai de votre école, club qui a décidé de se réunir dans votre maison remplie de yokai évidemment, et si parmi ses membres le club compte une omyoji, une chasseuse d'esprit, les choses s'annoncent de plus en plus compliquées pour Rikuo. Tu reconnais, je pense, en filigrane, Oui, des thèmes extrêmement classiques C'est ça. dans le shonen. L'héritage, les responsabilités, joindre ta vie liée aux responsabilités à ta vie d'écolier normal, puisqu'il n'a que 12 ans. Une histoire d'amour, évidemment, avec une jeune fille. Enfin, ils ont pas inventé l'eau chaude, sincèrement. Après, c'est extrêmement divertissant. Je sais pas si t'as essayé de lire un peu. Non, pas du tout. Toi, t'as tout lu? J'ai pas tout lu, j'ai commencé à lire, mais c'est divertissant dans le sens où c'est marrant. Mhm. J'ai lu des shonen beaucoup moins bien faits que ça, honnêtement. Après, le coup de crayon, il est top. Ça se marie vachement bien avec les yokai. Et en l'occurrence, comme dans beaucoup de shonen manga qui sont un peu longs quand même, le coup de crayon, il s'affine aussi avec le temps. Hein, parce que je me souviens des premiers épisodes de Bleach. Ouais. Et des ouais. épisodes maintenant, ça n'a rien à voir, tu vois. Et il faut dire que l'ambiance yokai est vachement bien représentée. Déjà, des mangas dédiés aux yoko. Au Yokoi, c'est le nouveau.
des mangas dédiés aux yokai, t'en as pas tant que ça finalement. T'as toujours des yokai. En fait, c'est un peu comme on va utiliser soit de la mythologie scandinave ou soit de la mythologie grecque. Ils sont dans les histoires, en fait. Ils font partie du background, mais t'as jamais un truc spécifiquement dédié à eux. Ouais, on l'a vu dans les épisodes précédents, des fois vous avez des mangas dédiés à un yokai en particulier, à la Yuki Onna ou machin, mais c'est rare que vous ayez un... Gantz en l'occurrence, il est pas centré sur ça, mais ça en traite un peu aussi. Mais là... T'as Vampire Rosario, mais c'est pas que les yokai, c'est tous les monstres en fait. Ouais, c'est tout ce qui est un peu occulte. Et là, en l'occurrence, comme on vous l'a dit, Eliko, il vit dans une maison avec des yokai, ses servants sont des yokai, et vous avez plein de yokai autour de lui qui gravitent. Bon, les plus connus évidemment, la Yuki Onna, vous avez un Lokulokubi mâle, c'est assez rare pour être souligné, parce qu'en général c'est une femelle. C'est un Ukekubi d'ailleurs, hein, la tête est détachée. Et vous avez d'autres yoko. D'autres yoko autour de lui, mais c'est pas centré, même si le héros c'est le petit-fils de Nula Lyon, c'est pas centré essentiellement sur lui finalement. Vous en avez plein autour de lui. Et c'est pour ça que c'est intéressant comme manga, je trouve. Bon, c'est un peu dur à suivre si vous connaissez pas du coup, parce que je pense qu'il y a plein de notes de bas de page en mode ce yokai c'est ça, ce yokai c'est ça. Mais après, c'est une bonne introduction aussi au monde des yokai justement. En l'occurrence, la patte graphique du mangaka qui s'appelle Hiroshi Shibashi, qui s'appelle Hiroshi Shibashi, elle s'adapte très bien justement au monde yokai parce que ça pourrait être aussi un problème quand vous représentez des créatures un petit peu hors de ce monde. Si vous dessinez pas bien les trucs un peu occultes, ça peut être... En l'occurrence, Gantz, il dessine super bien les aliens. Oui, il a tout est très bien dessiné. Ouais, il a un trait de crayon qui est incroyable. Si vous allez dans le style un peu plus shoujo, ça peut être tout de suite très féminin avec des grands yeux machin. Non, Shibashi, moi ça m'a rappelé Shaman King. Shaman King et les coupes de cheveux me rappellent le manga qui est fait par la même autrice que Ranma 2000, Inuyasha, ouais. Ce qui, encore une fois, évoque très vite le yokai, je trouve, dans le style graphique, en fait. Ouais. Comme tu dis, sur les coupes de cheveux, quoi. C'est-à-dire des trucs très, très crantés. C'est ça, ouais, cranté. Cranté, ouais, ça c'est pas mal comme mot, j'aime bien. Ouais, des coupes de cheveux très crantées, qui, je sais pas pourquoi, mais évoquent très vite le yokai. Parce que la plupart des yokai à forme humanoïde, finalement, ont des grands cheveux. Ouais. On vous l'a dit, on côtoie très vite Yuki Onna, Oni, Lokulokubi. Vous avez vraiment... Vous baignez dedans, quoi. C'est-à-dire que chaque scénette comique, donc ça reste un manga très comique, comme la plupart des shonen. En général, vous avez l'élément comique qui vient un peu, redynamiser en fait l'intrigue. Dans ces scènes comiques, vous avez des yokai qui sont cachés parce qu'évidemment, il faut pas que les humains le voient ou je sais pas quoi, tu vois. Donc ils sont dans un coin de la case, ils essaient de se planquer ou machin. Donc les yokai sont souvent là pour donner cet élément comique au récit. Moi, ça m'a fait penser un peu à Superman, parce que vous avez ce petit héros de 12 ans avec ses lunettes qui se transforme... Enfin, alors ça, c'est vraiment marrant. Il se transforme en Nula Lyon, mais il peut que un quart par jour, parce qu'il n'est que un quart yokai. D'accord. Donc uniquement... Pendant un quart du jour, il peut se transformer en yokai. Donc en fait, le plot twist principal, vous avez donc cet humain qui ne veut pas être un yokai, parce qu'il estime que les yokai c'est mal, ça fait du mal aux gens, c'est pas bien, c'est les fantômes, machin. Donc il veut pas être un yokai. Mais il y a une amie, en général le love interest, qui est capturée par des méchants yokai, donc il faut qu'il ait du pouvoir. Donc il se transforme pendant un quart de la journée en Nula Lyon. 6 heures. 6 heures, voilà. Je sais pas compter, je suis pas là pour compter. Pendant 6 heures, il va se transformer en Nula Lyon, mais une version très sexy de Nula Lyon, évidemment, pas comme son grand-père qui est petit avec la grosse tête. Ouais. Donc les grands cheveux, le yukata et le sabre, machin. Il va prendre sa parade derrière lui et il va aller casser la gueule aux méchants, entre guillemets, yakuza, pour aller libérer son love interest. C'est beau. Et c'est là qu'on retrouve un peu Gege no Kitaro. La mentalité du manga, c'est que lui, il est persuadé que les yokai, c'est des monstres mauvais. Et en fait, il se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que non, mais ils sont pas si mauvais que ça. Et les humains et les yokai, ils peuvent cohabiter ensemble. C'est beau. C'est beau. La tolérance. Ça fait pleurer, c'est la tolérance. Non, mais du coup, c'est un petit côté Gege no Kitaro, encore une fois, quoi. C'est la cohabitation des humains et des yokai dans le même monde. C'est très divertissant. C'est pas incroyable. C'est pas... Non, je mets des pincettes maintenant qu'on m'a dit qu'on était déçus par les trucs qu'on recommande dans les vrais yokai. Non, c'est pas... Franchement, ça me fait rire. Je lis et je trouve ça marrant. Je sais pas si j'irai au bout, parce que 25 tomes, c'est long quand même. Oh, je suis sûr que ça va vite. Ça va vite. Mais c'est vraiment très marrant, divertissant. Je pense que si on aime l'ambiance yokai, il faut le lire. D'ailleurs, j'en ai beaucoup entendu parler. Quand tu cherches un peu dans le monde yokai en France, on parle beaucoup de Nula, Seigneur des yokai. Moi je pense à un autre manga où c'est pas un yokai du tout, c'est un être humain, mais qui me fait penser à Nula Lyon. Ouais. C'est le grand-père d'un Ranma 1,5. Ouais. Parce qu'il est tout petit, il ressemble à un vieux pépé. Ouais.
il est insaisissable. À chaque fois qu'il se bat contre un maille, il saute partout. Mhm. Il a pas trop le crâne en arrière, mais il a quand même un peu ce crâne dégarni avec les cheveux sur le côté. Après, c'est une image très classique du papy japonais. C'est ça, ouais. Tu sais, il fait un peu son boss à la maison. C'est un peu la caution comique aussi du manga, mais ça me ferait penser à lui un peu. Bah, ce serait pas étonnant que ce soit une référence un peu discrète, mais une référence quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça que je la mentionne au final. Donc dans Ranma Andoni, le papy. Mais alors, bon, c'est l'instant gossip, mais c'est vrai que les personnes âgées ici, elles sont un peu tout permis quand même. Oui. Et franchement, de toutes les histoires que j'ai entendues, je serais pas surprise d'apprendre qu'un mec est rentré comme ça chez quelqu'un et s'est invité à la table. C'est possible. Mais c'est ça. Et bon, du coup, on va glisser vers la conclusion comme ça, mais j'ai lu en fait un post d'un monsieur en japonais sur internet qui disait « Mais est-ce qu'on connaîtrait pas tous un oulalion, c'est-à-dire un squatter qui vient dans votre groupe d'amis, qui mange gratos, qui boit gratos, qui fume gratos et qui s'en va. Et en fait, qui fait ça avec tellement d'aisance que personne ne remet en doute, tu vois. Il arrive dans une soirée, il se sert et machin, et personne ne pense à lui dire mais casse-toi, parce que il a l'air sûr de lui en fait. Mais du coup, c'était un édito un peu comme ça qui parlait de Nolalion. Alors le nom du papy de Ranma Demi, c'est Happosai. Happosai, on le mettra dans la liste des références. Qui a été doublé en japonais par Ichiro Nagai. Merci Wikipédia Sensei. Voilà. Mais donc pour aller vers là en conclusion, est-ce que le Nolalion était vraiment un yokai ou est-ce que c'est juste une sangsue, un vampire qu'on connaît tous ? Oh, pour moi, c'est un yokai. Parce qu'il a ce pouvoir de t'hypnotiser pour que tu lui fasses à manger. Non, mais je trouve que je préfère le côté concret, c'est-à-dire savoir qu'il y a un yokai coquin comme ça qui existe, ouais. Plutôt que se dire oui, mais ça montre qu'on a tous un parasite dans notre vie. Enfin, j'aime pas trop ça. Je sais pas. Moi, je préfère le yokai un peu coquin. Mais c'est marrant parce qu'on en retourne à cette version que le yokai ne serait qu'un fantasme d'être humain qu'on connaît, que la Yuki Onna ce serait juste une femme sans cœur, que le Gacha Dokuro, non là, c'est dur avec le Gacha Dokuro, mais que du coup ce ne serait que des extensions en fait d'événements qui existent dans la vraie vie qu'on aurait romancisé assez pour en faire des monstres. Bah, si on se met d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire que le yokai n'existe pas et est une création humaine, forcément tu retrouves de l'humain dedans. Forcément. Et comme on l'a vu dans ses origines, ce Nolalion, il est un peu... il te glisse justement. Il est glissant. Tu peux pas le saisir. Un vrai savon. Un vrai savon, ouais. Non, j'étais en train de penser à la savonnette turque. Eh oui, exactement. Toi aussi. Eh oui. Donc la savonnette dans la douche. Ça aussi, tu vas le couper et le mettre sur Twitter. Je sais pas, je verrai. Voilà, on a fait le tour du Nularu. Même s'il était glissant, on a réussi à en faire le tour. On est des gens incroyables. Bah, si on fait le tour sans le toucher, ça glisse pas. Donc on en a fait le tour sans le toucher. Puisqu'on peut pas le toucher de toute façon. Il est insaisissable. Merci de nous avoir suivis, c'était pas facile aujourd'hui. Ah bah c'était une reprise. C'était une reprise. On est même pas parti en vacances, mais on a quand même le droit à une reprise. On a le droit à une reprise. Ouais. Je trouve que c'est un épisode pré-anniversaire vachement bien, quoi. C'est pas loin. C'est mon anniversaire la semaine prochaine. Ah ouais. De quoi ? Bah je savais pas. Donc vous allez recevoir cet épisode le 8 septembre. Mon anniversaire c'est le 14 septembre. Donc souhaitez-moi mon anniversaire. 14 septembre, vous attend sur Twitter les gars. Hein. Voilà. Et le lendemain je pars à Singapour. Ça, c'est... Puis je vais raconter ma vie, un podcast sur ma vie. Alors... On aura à la fin dans le chapitrage c'est la vie de Mathieu. Donc le 14 tu pars pour Singapour. Je suis le Nolalion de ce podcast. Non, je vais couper ça sur Twitter. Punaise. Voilà, c'était l'épisode du jour. C'était l'épisode du jour. Alors, du soir, pardon. Du soir. Alors ce soir, on a tourné chez Amandine. Ouais. Moi, je vais rentrer chez moi. Oui. Bah oui. Croiser les doigts et souhaiter que je ne trouve pas un Nolalion sur mon canapé en train de caresser mon chat. Avec ta femme, du coup. Avec ma femme. ce serait moyen. Mais bon, peut-être que ses goûts sont plutôt masculins et pas féminins. Tu peux dormir sur le canapé si jamais t'as vraiment peur de la retrouver avec quelqu'un. Ah non. C'était dur comme une reprise, les gars. Ouais. On se retrouve le mois prochain. Le mois prochain pour un nouveau... Pour un épisode un petit peu plus court. Plus court. Mais parce que pour Halloween, on vous prépare un petit quelque chose. Un peu plus long. Beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Comme ma bite. Ah ben la revoilà, toi. La revoilà, elle était là au début de l'épisode et puis elle repasse comme ça. Ah ben j'y peux rien, moi. Hein. Je suis désolée, mais elle est là. Hein. Je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Mon Dieu. Oh là là, même la conclusion, c'est dur, quoi. Hein. Non, bah je vais la faire, si tu veux. Bah fais la conclusion. Alors... Je vous remercie pour cette écoute. Bah moi aussi. Sois pas si catastrophique. Punaise, nous avons tourné ce soir un soir d'orage. Mais on a fermé toutes les fenêtres pour pas que vous entendiez l'orage. Donc du coup on a très chaud. Donc je suis aussi glissant que le Nolalion. Oh la vache, ça va jamais y arriver.
C'est quoi, on va couper. Et Voilà, boum, c'est allez, fini. Hein, on rentre. La suite, tout de suite la suite. Punaise. Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Vérifiez bien que dans votre lit ne se cache pas le Noula Lion, on sait jamais. Peut-être qu'il a décidé de prendre votre pelochon en otage. En otage, ouais. Et si jamais, en allant vous coucher, vous vous retrouvez soudainement dans la cuisine en train de préparer un sandwich, posez-vous des questions. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Et au mois prochain.あらら楽しき時は集まご無沙汰の顔が集まる満たされた魂で挑む世知辛さ支えは人となり勝負はこれからさ北さ南さ東さ西さ地獄の蓋が開いた会いたいと泣いた魂の宿は胸の中我が宝ほら笑ったまた会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう年に一度吹く盆の風に乗りあなたの声が聞こえる花添える引き止めず背を押すあの世この世の魂が入り混じる夏祭り喜びで洗い流す今夜の宴あの悲しみは今じゃ笑みを浮かべ花も実もない枝に止まって歌って集い温めまた別れさあ飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆あなたを超えていこうと心配しないで俺たちは大丈夫忘れた頃にまた吹く風去年よりずっと強くなった飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆